Rebonjour pour certains. Je viens juste vous présenter Laurent Fleury, professeur des universités à l'Université de Paris. Vous remercier d'être là, de parler de Jean Vilar et d'évoquer quand même un peu Wilson. Ce qu'on va entendre, ce sont des petits morceaux de ce livre, Une expérience de démocratisation de la culture. Sur le TNP de Vilar. Sur le TNP de Vilar. Puis on évoquera un tout petit peu comment tout ça s'est transformé avec Wilson. Et voilà, j'aime l'idée que ce soit un discours positif quant à l'espoir que la politique théâtrale publique ait eu un sens, continue de l'avoir. Et voilà, tout ça n'est pas un échec du tout. Et heureusement que ça existait, ça aurait été bien pire sinon. À tout à l'heure. Bien. Vous m'entendez là? Oui, merci. Bien, j'aimerais à mon tour et en premier lieu vous remercier. Je suis très touché d'être présent ici au TNP de Villeurbanne. Je voulais vous remercier de votre invitation. Je voulais vous remercier aussi pour l'organisation parfaite. Je pense à Jamila, à Lisa, là, enfin, qui accompagne ça également parfaitement. Je voulais vous remercier également, Michel Bataillon, de votre appel. Lorsque vous m'avez proposé d'intervenir sur le TNP de Villars, j'étais très touché. Vous me disiez au téléphone, parce que les capacités d'oubli sont immenses, et c'est un sentiment que je partage, malheureusement, et je dois vous dire que je suis très honoré, en fait, d'évoquer Villars, d'évoquer le Théâtre National Populaire, le TNP de Villars, et aussi de Wilson, puisque ça va être un peu le TNP de Chaillot, de la colline de Chaillot, qui était évoqué, effleuré aussi ce matin. Il faudrait peut-être dire d'emblée une chose. Parce qu'initialement, donc la commande c'était le TNP de Villars, hein, et puis et c'est très intéressant, je trouve, de prolonger en effet, de partir de 1951 à 1972, et puis c'est en 1963 hein, que Jean Vilar quitte la direction et la confie à George Wilson. Et en écoutant même résonner la chose, et on parle bien du TNP de Villars et du TNP de Wilson, mais d'emblée, pardonnez-moi, comme une hypothèse que je vous livre, telle que celle que je livrais à Jean Bellorini, que je remercie encore, et qui vous livrait que je ne vais pas vous parler d'un échec, bien au contraire. Je crois que dans le TNP de Villars, c'est comme s'il y avait un syntagme, c'est indissociable. Walter Benjamin évoque le don du nom, quand le nom s'associe de manière irrémédiable, indissociable à une institution. Et oui, c'est plus qu'un complément de nom, là, c'est quelque chose que Villars qualifiait lui-même d'un mystère en pleine lumière. Et ce que je vous proposerai, c'est de tenter avec vous d'élucider un mystère qui est toujours source de questionnement. C'est plus des questionnements même. Jacques Rabi disait que parfois les questions tuaient le questionnement, et c'est plus des questionnements que je vous proposerai de partager. Et que j'ai ressenti parce que j'ai eu la chance, c'était Jean Bellorini vous disait que c'était issu d'une partie d'une thèse de doctorat ancienne. Eh bien, j'ai eu la chance, du coup, de me plonger dans les archives, dans les papiers de Villars, que ce soit à la Maison Jean Vilar, que ce soit aux Archives nationales, que ce soit à la bibliothèque de l'Arsenal, mais aussi réaliser une série d'entretiens. Je pense à des comédiennes comme Maria Cazares, comme Alain Cuny, comme Catherine de Seine-Bazaine, comme Jean-Pierre Joris, comme Philippe Avron, qui me confiait bien sûr des choses sur Villars, que ce soit sa direction d'acteur, son sens des responsabilités, mais également sur ce mystère que j'évoquais à l'instant. Et donc c'est avec joie, et c'est un honneur de parler de Villars et du TNP qui a fait époque, et j'avais eu un bonheur infini à me replonger dans cette époque précise.
Aujourd'hui, donc, ce sont les 101 ans, 2021. C'est aussi l'anniversaire, c'est le 1er septembre 1951 que Jean Vilar a été nommé directeur du Théâtre National Populaire, du TNP. Le lien sera très vite fait avec Firmin Gémier, puisqu'en fait, en effet, lui succédait, c'était le Théâtre National du Palais du Trocadéro, dont Pierre Aldebert était directeur. Et c'est lorsque Jeanne Laurent, mais j'y reviendrai, lui propose, elle descend à Avignon, au Festival Avignon, pour proposer à Jean Vilar de prendre la direction du Théâtre National du Palais du Trocadéro, sur la colline de Chaillot. Il dit, il n'a pas tout de suite dit oui, d'ailleurs, c'était plutôt un non au départ, mais il avait un mois pour se décider, au mois d'août 51. Et c'est lui qui a demandé en effet à créer cette résurgence, de restaurer les 3 lettres TNP, donc associées à Firmin Gémier. Je pense aussi à la mort de Vilar en 1971. Là, c'était en mai 71, 28 mai 71. Et donc, il y a donc plusieurs anniversaires, je dirais, dans le 2021, mais en particulier cette nomination de 1951 également. Alors, je vous disais que, au titre des questionnements qui pourraient être proposés, c'est peut-être essayer de comprendre ce don du nom là, que j'évoquais en référence à Walter Benjamin, c'est-à-dire essayer de comprendre comment il y a eu une telle singularité, une telle originalité de l'œuvre de Vilar que ça a produit quelque chose qui est deux noms indissociables. Mais cela a produit aussi ce qui a pu paraître dans des articles parfois qui étaient détracteurs, critiques, accusateurs, même sur lesquels je reviendrai aussi par rapport à la bataille de Chaillot, parce qu'il y a eu une bataille ou des batailles de Chaillot. Ça n'a pas été très évident. Essayer de comprendre peut-être comment Jean Vilar a réussi à conjoindre des choses qui sont parfois posées dans des termes antinomiques, alors même qu'ils sont ils étaient liés et reliés avec Vilar, qui était d'un côté l'excellence de la création artistique et théâtrale, et de l'autre, non seulement le fait de porter l'idéal de démocratisation, mais plus encore de le réaliser. Parce que ce que j'interrogerai avec vous, c'est peut-être moins l'idéal de démocratisation du théâtre que la réalisation, les modalités de cette réalisation de l'idéal de démocratisation, puisque on peut dire que c'était une réussite. D'autre part, la nomination de Jean Vilar par Jeanne Laurent a provoqué aussi une forme de réconciliation, d'une certaine manière, entre l'État et le théâtre. Ce n'était pas tout à fait évident. Et certains évoquent l'idée qu'il y a eu l'ouverture, avec, dans les années 50, d'un possible dialogue entre le politique et l'artiste, de ce point de vue, par rapport à une relation de confiance, lors même qu'il y avait parfois des relations de défiance. Je nuancerai immédiatement le propos, puisque Jean Vilar, là encore, a connu, et j'y reviendrai encore, beaucoup de tracasseries administratives et des accusations politiques d'une extrême sévérité, violence, pourrait-on dire, dès sa nomination, dès décembre 51, 3 mois après, Jacques de Bubridel et d'autres. Enfin, il avait donc des rapports l'accusant soit de mal gérer les choses, soit de communisme sur un horizon historique de macartisme que vous connaissez. Et donc, cette fenêtre, cette embellie, pourrait-on dire, est très fragile et très précaire. Mais Jean Vilar nous en offre aussi la lumière d'une certaine manière. Alors, plusieurs défis se présentent à moi, à nous, pour cet après-midi. C'est d'essayer de l'impossibilité de tout embrasser, donc la nécessité de prendre quelques partis pris, peut-être pour tenter d'expliquer cette réussite, ce sera la première chose. Un deuxième défi qui est de tenter de donner l'écho de la présence de ce qu'a pu être une atmosphère, je dirais, parce que Jean Bellorini, dans un article du numéro bref, là, consacré, convoque et cite Ariane Mnouchkine, déclarant que le spectateur délègue à l'acteur la possibilité, l'entreprise terrible, de nous parler de l'être humain. Et Jean Bellorini ajoute joyeuse et fondamentale. Cette entreprise, elle est terrible en effet, et joyeuse et fondamentale. Et je pense que ce que les sciences sociales ont beaucoup de mal parfois à toucher, c'est cette dimension de la joie
Et c'est un défi aussi de tenter de m'en faire l'écho avec vous, et vos témoignages, vos échos seront très bienvenus également. J'attire votre attention comme un mot d'excuse en liminaire que j'ai fait un montage très artisanal de quelques photographies. Celle-ci va nous accompagner durant l'heure de présentation. C'est Jean Vilar. Le buste est celui de Charles Dullin. C'eût été Firmin Gémier, c'eût été parfait, mais dont il avait beaucoup, il se sentait l'héritier aussi. Charles Dullin, donc Jean Vilar est né en 1912, il monte à Paris, comme on dit en 1932, il découvre le théâtre de l'Atelier de Charles Dullin en 1933, et de la génération de Jean-Louis Barrault en même temps, que j'y reviendrai peut-être aussi, parce qu'il y a eu une dispute aussi par rapport à la qualification ou statut du public populaire. Et donc, à l'issue de l'esquisse des trois remarques que je vais vous proposer, on récapitulera peut-être l'ensemble avec quelques photographies qui donneront peut-être là aussi une tonalité de ce qu'a pu être l'atmosphère, sinon de la 4e République, du moins du TNP de Jean Vilar, hein, puisque je vais être centré sur le TNP. Alors, les trois remarque que je vous propose de partager avec vous, en écho à ce que Michel Bataillon me suggérait, serait d'essayer de comprendre comment Vilar a pris la direction du TNP, enfin, quelles ont été les conditions, le contexte historique, y compris la nomination, la bataille du Chaillot, etc., dans lequel il a développé après une action, une œuvre. C'est précisément ce projet, cette action et cette œuvre dans la durée que j'évoquerai en second lieu, qui fait toute l'originalité, la singularité de Vilar. Et puis, en troisième lieu, essayer de comprendre en quoi Vilar a été, et le TNP de Vilar, un modèle, que ce soit par ses filiations historiques, que ce soit par même la fécondité heuristique pour penser les politiques de public et autres. Et c'est là qu'interviendra aussi George Wilson, et pour essayer de comprendre et les continuités et les discontinuités par rapport donc à ce qu'avait proposé Vilar, puisqu'il y a eu continuité artistique, pourrait-on dire, et parfois des discontinuités par rapport à une manière d'envisager la responsabilité politique par rapport au public, etc. Mais j'y reviendrai. Voilà un petit peu le paysage, ou en tout cas les trois points qui pourraient structurer la présentation. Si je devais donc évoquer le contexte, pour tenter d'éviter l'oubli, je dirais trois choses. La première, c'est un contexte fait d'adversité, qui peut pourtant paraître paradoxalement porteur. Et les adversités, elles vont être tout de suite pour Jean Vilar. Mais avant même de rappeler cela, je rappelle l'évidence, pardonnez-moi, la ruine du sens, la découverte d'Auschwitz, la Shoah, Hiroshima, et wie war das möglich? Comment cela a-t-il été possible? Paul Celan, Rosa Ausländer ne pourront pas écrire en langue allemande pendant 10 ans. Hannah Arendt évoque l'idée que nous sommes mortels au double sens du terme, en tant que personne, en tant qu'individu, mais que notre humanité est sans doute mortelle. Nous connaissons aussi les textes d'Albert Camus. Nietzsche avait évoqué dans Le Gai Savoir la mort de Dieu. Malraux évoque peut-être la mort de l'homme. Il faudrait, c'est pas le lieu, mais quand même rappeler que l'horizon historique est cette ruine de tout vestige de sens et une soif absolue de régénération. Que ce soit, et c'est là que j'en viens, alors Simone de Beauvoir évoquait l'idée que la libération était une débauche de fraternité. On connaît aussi les mots de René Char par rapport à l'après-guerre, la salve d'espoir qui est nécessaire. Et j'évoquerai peut-être deux, trois choses simplement, là encore pour mémoire, pour simple rappel. La première chose, c'est que l'éducation populaire après-guerre
connaît une très forte résurgence. Je pense à Peuple et Culture, Travail et Culture. L'éducation populaire a connu ces grands moments d'affirmation au moment des grandes crises. Si on prend la fin du 19e siècle, le début du 20e, c'est autour de l'affaire Dreyfus. Là encore, je vais beaucoup trop vite avec les universités populaires de 1900. Si on prend les années 20, alors là, c'était plus du côté de la JAC, la JOC et de la GEC, jeunesse agricole chrétienne, jeunesse ouvrière chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, dans les années 1920, 22, 26, etc. Là, c'était plus post-1914, la Grande Guerre de 14-18, et puis donc la première direction consacrée au mouvement de jeunesse et d'éducation populaire confiée à Jean Guéhenno juste après-guerre, en 44-45. Donc, il y a cette réponse, enfin cette affirmation, cette consécration de l'éducation populaire après-guerre. On pourrait évoquer aussi alors, ce que les analystes de sciences politiques évoquent à travers la notion de référentiel, de service public, l'idée d'un État modernisateur. En effet, l'après-guerre, c'est aussi la sécurité sociale, tout ça étant issu du Conseil national de la résistance, les nationalisations, la planification, la possibilité d'affirmer donc cette question de service public. Et donc, il y aura une résonance dans l'affirmation d'un théâtre au service public que je définirai tout à l'heure par Jean Vilar, comme l'eau, le gaz et l'électricité, dira-t-il. Mais donc, on est bien dans cet horizon historique où il n'y a pas de haine de l'État ou de volonté de démantèlement. On a compris que l'État était très important, que l'État-providence était très important, l'État de droit et l'État-providence, précisément que la crise des années 29, années 31, les années 30 pour la France, n'avait pas pu être jugulée aussi en raison d'une faiblesse, d'un libéralisme de l'État, en termes de politique économique, politique sociale, etc. Donc il y a une puissance d'affirmation d'un État modernisateur et de service public après-guerre également. Voilà pour le contexte trop rapidement brossé. Il faudrait parler du contexte international. Quand je parle de soif, de rattrapage, je voudrais évoquer peut-être quand même 3 dates avant la nomination de Jean Vilar par Jeanne Laurent en 1951, 1947, 1948, 1949, je parle du théâtre. 47, la création de la Semaine d'art dramatique, en septembre 1947 à Avignon, avec 3 pièces de Jean Vilar en réponse à l'invitation que René Char et Christian Zervos lui ont faite. Il avait dit non au départ, et il dira oui, et on connaît la suite, c'est devenu le Festival d'Avignon en 1948. Et donc la Semaine d'art dramatique en 1947. 1948, c'est à Milan la création du Piccolo Teatro par Giorgio Strehler. Là aussi, c'était d'une certaine manière dans une référence au retard pris par l'Italie fasciste de Mussolini. Strehler monte 5, 6, 7 mises en scène, puis 8, 10, 11, jusqu'à 16 mises en scène par an. Ça passait 3 semaines, il était sur une autre. Denis Jans, qui avait travaillé avec Strehler, disait « il nous marquait au fer rouge ». On travaillait 8 heures, puis 10 heures par jour, puis 12 heures, puis 16 heures par jour. Il fallait rattraper. Il présentait et Goldoni et Pirandello. Il y avait l'idée qu'il fallait vraiment sortir du fascisme italien par le haut, par le théâtre. Bertolt Brecht, à Berlin, c'est 1949, le Berliner. Jeanne Laurent, qui va nommer Jean Vilar, ça, l'horizon politique et théâtral, c'est ça, 47, 48, 49. Jean Vilar va d'ailleurs envoyer, transmettre une lettre à Jeanne Laurent, qui est sous-directrice des spectacles et de la musique au ministère de l'Éducation nationale, plus encore de la DGAL, la Direction générale des arts et des lettres, et qui n'a pas donc ni rang de ministre, ni rang de directeur ou directrice, de sous-directeur, mais il y a vacance de direction, et c'est elle qui va donc œuvrer, et je vais y venir dans un instant. Juste là encore pour mémoire et pour rappel. Cette scène artistique ou cette scène théâtrale internationale, évidemment, n'est pas anecdotique, que ce soit dans la référence à la question du sens, que dans la restauration du politique et de la chose politique, que sur le plan justement des grandes institutions telles que le TNP était déjà ou sera. Alors j'en viens maintenant par rapport à cette trame historique ou de ce rappel rapide du contexte à la nomination de Jean Vilar par Jeanne Laurent.
Là encore, Jeanne Laurent, donc, entre 1946 et 1952, développe le réseau de la première décentralisation dramatique. 1946, le Centre dramatique de l'Est, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. 1947, la Comédie de Saint-Étienne confiée à Jean Dasté. L'histoire est proche, il y avait une hésitation entre Grenoble et Saint-Étienne, ce sera la Comédie de Saint-Étienne confiée à Jean Dasté. 1948, le Grenier de Toulouse. En 1949, le Centre dramatique de l'Ouest, le CDO, qui est devenu ensuite la Comédie de l'Ouest et aujourd'hui le Théâtre national de Bretagne, le TNB. Mais le Centre dramatique de l'Ouest, donc on est en 1949 à Rennes. J'avais pu faire quelques interviews aussi avec Guy Parigot et autres, qui m'évoquaient la puissance de décision de Jeanne Laurent. Ça s'est décidé en quelques mois, entre février 49, en octobre 49, elle était au conseil municipal consacrant la création du Centre dramatique de l'Ouest, et en sortant de ce conseil municipal, elle se tourne vers Guy Parigot et lui dit « Maintenant, c'est à vous ». L'idée de Jeanne Laurent, je la rappelle, vous la connaissez, c'était d'apporter le meilleur de la création théâtrale à toutes les populations, avec des compagnies permanentes, des troupes permanentes, c'est-à-dire avec des comédiennes et des comédiens à la saison, qui travaillaient en équipe, pas au cachet. Le cachet, c'est à partir des années 74, sous Giscard d'Estaing, je ne peux pas développer ça, avec Michel Guy, etc., qu'il y a le passage d'une économie à la saison à une économie au cachet. Je reviens à ce qu'elle enjoint à Guy Parigot. Maintenant, vous allez offrir le meilleur de la création théâtrale, aussi bien à Rennes qu'à Brest, à Vannes, à Saint-Malo, à Caen, à Saint-Lô, à Niort, à La Roche-sur-Yon, au Mans, vous avez compris, le Grand Ouest. J'insiste parce que c'est l'idée d'aller au public qu'on va retrouver chez Jean Vilar. Jean Vilar va conquérir et fidéliser un public, mais avant de conquérir et fidéliser un public, il ira au public. Ça, c'est quelque chose de très, très important aussi dans la dimension originale de Vilar. Je termine, pardonnez-moi, donc 49, le Centre dramatique de l'Ouest, et 1952, confié à Gaston Batty, la Comédie de Provence à Aix-en-Provence. On avait commencé par l'Est, Colmar, Strasbourg, Mulhouse, en référence là encore à l'enjeu territorial et de l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et entre-temps, elle va créer, par rapport à ce mouvement de, je crois, mais je parle sous votre contrôle, elle a été qualifiée de mère de la décentralisation. Était-ce Patrice Chéreau ou Roger Planchon qui l'avait qualifié ainsi, je ne sais plus. Mais donc, c'est elle qui donne le mouvement, les concours aux jeunes compagnies de la première pièce, et elle nomme en 1951 Jean Vilar pour remplacer Pierre Aldebert, qui dirigeait le centre, le théâtre du Palais du Trocadéro. Alors, un mot sur les modalités, un mot sur les raisons. Sur les modalités, ça a été une décision éclair, d'une certaine manière. Elle descend, comme on dit, à Avignon. Jean Vilar sort d'une représentation du Cid exténuée, et Jeanne Laurent lui propose de prendre la direction du théâtre sur la colline de Chaillot. Il lui dit « J'ai réfléchi, mais mon programme est déjà très chargé pour l'an prochain. A priori, c'est non. » Et elle lui dit, puisque Jean Vilar était de Sète, il était né en 1912, à Sète, elle dit, si vous voulez que tous les petits Villards puissent accéder au théâtre très tôt, eh bien, il importe que vous acceptiez une direction de cette nature, comme celle du théâtre, enfin, qui va redevenir le Théâtre national populaire. Pourquoi avait-elle pensé à Vilar? Pour des dimensions que je pourrais peut-être expliciter par des citations. Je vous donne peut-être une seule. Pour la dimension artistique du metteur en scène, du comédien, qui était connu, le fondateur, on est en 51, donc il crée la Semaine d'art dramatique à Avignon en 1947. Jeanne Laurent est passionnée de théâtre, elle aime beaucoup aussi la peinture, amie de Jean Bazaine et autres. Et en fait, il y a chez Vilar quelque chose qui lui plaît beaucoup parce qu'elle est porteuse des valeurs de service public. Il y a d'une part cette qualité artistique du comédien, du metteur en scène, ce fondateur d'Avignon, et toute la dimension civique, cette dimension républicaine. Jeanne Laurent avait
était très républicaine, avait été résistante. Alors sa résistance était discrète et furtive, mais elle délivrait des laissez-passer aux comédiennes et comédiens pour passer en zone sud. Et elle était très jalouse de cette prérogative qui lui permettait. Marc-Olivier Baruch fait la distinction entre, en langue allemande, Widerstand, une résistance organisée, et Resistance, une résistance un peu furtive, discrète. Jeanne Laurent, depuis, il faut imaginer, hein, elle passe elle est née en 1902. Quand on passe un concours de la fonction publique par amour de la République, de la Troisième République et du service public en 1935, ou 1938 même, et qu'on se retrouve dans l'administration, et qu'en 1940, c'est l'État français, Vichy, et qu'il y aura les lois anti-juives, que faire? On démissionne, on résiste ouvertement, sur le mode du Widerstand, de la Widerstand, ou furtivement, discrètement. Il y avait eu ce geste chez Jeanne Laurent, très républicaine. C'est la seule issue d'une famille de 8 enfants à passer les concours de la fonction publique, archiviste paléographe, et donc il y a aussi un rapport à la République. Et vais-je retrouver... donc c'est les qualités de chef de troupe qu'elle apprécie, la sincérité de ses valeurs républicaines et ce qu'elle appelle son exceptionnelle force de caractère. Jeanne Laurent avait débuté un livre sur Jean Vilar qu'elle n'a pas achevé, mais elle a énormément de notes et je les avais consultées à la maison Jean Vilar. Et elle notait ses qualités de chef de troupe avec attention. Je cite deux... Une carrière engagée assez tard, une autorité extraordinaire sur les comédiens, 2 points. En 1947, des semaines de répétition pour 2 représentations, une démarche ascendante. Gérard Philipe venu à lui, le CID à son répertoire, une force intacte, un sens de la rigueur dans la gestion comme dans la création. Enfin, je savais qu'il était tenté par le service public, puisqu'il m'avait écrit pour me signaler que la direction de l'Odéon le tenterait. Je cite, Jean Vilar était républicain, se mêlait en lui le culte de la vertu, le refus de la démagogie, le dédain de la révélation et du droit divin, la haine de la police, le peu de goût pour les comités, une prédilection secrète pour l'éloquence, un penchant pour la fête et le dégoût absolu de l'argent. Elle consigne un peu plus loin dans son portrait de Jean Vilar, c'est comme ça qu'elle pensait intituler le livre. Je cite Jeanne Laurent, « Si, libre de faire un choix, dont il s'avérait qu'il devait être celui d'une seule personne, j'ai fait appel à Jean Vilar, c'est tout d'abord en raison de ses titres artistiques. Mais il convient d'indiquer que les titres artistiques ne suffisent pas pour assumer une fonction qui, en raison de sa nature, oblige à résister aux sollicitations inspirées par l'intérêt et l'ambition dont on est l'objet. Il faut une haute considération civique, soutenue par une exceptionnelle force de caractère. Jean Vilar possédait l'une et l'autre. » Elle souligne enfin, et je vais m'arrêter sur les citations, mais ça donne un tout petit peu la tonalité de cette considération. Quant à sa volonté, elle avait été trempée par une longue adversité. Venu à Paris à l'âge de 19 ans, Jean Vilar y survit pendant plusieurs mois qu'en y accomplissant des besognes dures et précaires, jusqu'au jour où, devenu pion à Sainte-Barbe, il a des repas assurés, un salaire modique et une chambre, ce qui lui permet de s'offrir un grand programme de lecture parmi lesquels s'inscrit l'œuvre de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau et de Diderot. À le voir travailler comme s'il se préparait. Alors là, je vais vous laisser sur votre faim et la mienne aussi. Ça, c'est... Alors là, je suis confus. Bon, je connais la fin de la citation, donc en substance, elle évoque Rousseau, Diderot et aussi sa prédilection pour le théâtre, pour la tragédie antique, Échille, Sophocle, Euripide. Donc, pardonnez la non-littéralité, mais l'esprit est là. Jeanne Laurent, donc, condense toutes ces raisons que là aussi j'ai à peine esquissées et nomme Jean Vilar. Le coût de son engagement, de ce caractère éclair, la métaphore chez Nietzsche renvoie à la fois à la rapidité et aussi à la lumière que cela crée. Elle va le payer très cher par son éviction,
enfin pas par son éviction, mais par son limogeage, par son déplacement. Elle était, je le rappelais, sous-directrice des spectacles et de la musique, et elle déplaît beaucoup. Elle n'a pas rang de ministre, elle est sous-directrice, et elle œuvre ainsi pour la première fois. Certains évoquent l'idée qu'elle est précurseur de Malraux, que d'une certaine manière, la politique théâtrale, la politique publique en matière de théâtre qu'elle a portée, favorise peut-être trop un théâtre populaire qui s'affirme déjà, sur lequel je reviendrai. Et donc, de manière très élégante, c'est-à-dire inélégante, là, pardonnez-moi, au motif d'une intervention chirurgicale en 1952, elle revient après 3 semaines de congé pour raison de santé, et elle trouve qu'elle est déplacée au bureau des affaires universitaires des Dom-Tom. Vous voyez que la marge d'action a été réduite, sinon à néant, du moins très sensiblement. Il y a donc, ce n'est pas qu'une décision administrative, on est vraiment là dans l'idée d'une restauration, et donc je le disais tout à l'heure, vous le savez, c'est Jean Vilar qui va proposer de redonner ses lettres de noblesse au TNP, Théâtre National Populaire. Dès qu'elle signe, elle fait signer, enfin qu'elle propose de signer à Jean Vilar, elle lui confie que le cahier des charges qui lui incombera sera incommensurable de responsabilité. Je lis certains points. Le directeur du Théâtre National Populaire, s'il accepte peut être directeur s'il accepte ces conditions, verser immédiatement une somme de 500 000 francs à la garantie de toutes les reprises, répétitions, amendes, dommages et intérêts que l'administration peut avoir à réclamer au directeur, au traitement des artistes et du personnel de théâtre, aux redevances au titre de la sécurité sociale, aux diverses taxes sur les spectacles, aux droits d'auteur, etc. Il recevra pour l'organisation de ces spectacles une subvention dont le montant sera fixé chaque année par voie budgétaire, et si la subvention n'est plus accordée, il n'aura d'autre choix que de partir ou de rester à ses risques et périls. Il devra organiser chaque année un minimum de 200 représentations théâtrales, dont 150 au moins hors du théâtre du Palais de Chaillot et de préférence dans la banlieue parisienne. Un mois avant l'ouverture de la saison, le ministre donnera son avis sur la programmation, sur le programme artistique, et il pourra interdire toute représentation risquant de troubler l'ordre public. Le directeur pourra choisir des œuvres appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, en évitant toutefois d'orienter trop exclusivement son répertoire sur les auteurs de langue allemande. On lui a beaucoup reproché d'avoir monté Brecht, Mercourage, Kleist, Le Prince de Hombourg et La mort d'Anton de Büchner. Il aura la jouissance gratuite de la salle de spectacle du Palais de Chaillot. Toutes les tables et les chaises non fixées au sol seront mises gracieusement et gratuitement à sa disposition. À toutes ces représentations, il devra mettre une loge à la disposition de Monsieur le Président de la République. Alors, quand on connaît la salle de Chaillot, ça paraît difficile. Il aurait fallu construire une loge, puisque la question ne se posait pas en ces termes. Donc là, c'est une méconnaissance. Et il est responsable de la gestion financière de l'entreprise. Il ne percevra aucun salaire. Il devra se payer sur les très éventuels bénéfices qu'il accomplira au terme de sa mission. Par contre, toutes les dettes provenant d'une éventuelle mauvaise gestion seront entièrement à sa charge. Vilar hésite. Il signe. Et Jeanne Laurent de lui dire « Bon, maintenant, vous êtes et vous serez l'homme le plus haï de France. » Elle ne s'était pas totalement trompée, parce que, à peine a-t-il signé, alors il ne veut pas jouer immédiatement à Chaillot parce que c'est occupé par une délégation de l'ONU, parce qu'il terminait la construction à New York du bâtiment que l'on connaît. Et donc, il est allé à Suresnes, à Clichy, à Gennevilliers, donner les premières représentations avant de pouvoir entrer dans le palais de Chaillot, le palais du Trocadéro, TNP. Et à peine était-il donc nommé que les batailles débutent. On a souvent parlé de la bataille de Chaillot, mais je pense que la pluralité des batailles de Chaillot serait plus appropriée par rapport aux attaques qu'il a connues. J'en citerai peut-être 3 séries de batailles. La première, ce sont
et c'est ce qu'on appelle strictement la bataille de Chaillot, les batailles administratives et politiques que Jean Villard a connues. Dès décembre 1951, donc 3 mois après, le chef de gouvernement s'appelle Antoine Pinet, et en fait, Jean Villard apprend qu'un honorable parlementaire constitue un dossier contre lui, sur ordre, et il n'a pas le temps de réagir de quoi que ce soit parce qu'il assure toutes les répétitions, comme il dit, et il étouffe dans ce théâtre sans aération parfois. Mais surtout, on l'accuse très vite que le TNP soit un repère de communistes. On accuse Gérard Philippe d'être communiste, Jean Villard aussi. Je cite quelques... Nos impôts servent-ils à entretenir des agents de Moscou? Titre de la presse. Villard est communiste. Un titre, là je vous donne 5 ou 6 titres, il y en a des dizaines et des dizaines. Villard est communiste. Pourquoi? Il monte une pièce de Brecht. Villard est un fasciste. Pourquoi? Il monte le prince de Hombourg de Kleist, encensé par les nazis. Villard est un gaspilleur. Il faut confier Chaillot à des mains plus expertes, alors qu'il a tenu remarquablement l'équation budgétaire, et j'y reviendrai. Il ignore la valeur de l'argent, il ne sait pas diriger, il est mal conseillé. J'en passe et d'autres. À peine était-il entré, ou avant même d'entrer, Jean Villard était donc accusé, faussement accusé, et attaqué. Les tracasseries administratives arrivent également très vite, puisqu'il a un inspecteur général des finances qui contrôle tous ses comptes, et comme il ajoute, il entre toujours sans frapper dans le bureau du chef comptable, donc il vérifie tout au centime près, et on lui a reproché, lors même que ça a été attesté que ça avait été irréprochable, quand il devait faire une petite avance, on la lui reprochait. Au renouvellement de son mandat en 1954, il apprend qu'il va être démissionné 3 ans plus tard, c'était un mandat de 3 ans. Et en fait, il va être confirmé, mais avec un abattement de 12 millions sur la subvention, ce qui représentait pas loin de 25%. C'est inimaginable. Je cite ça, c'est peut-être... il y a bien d'autres détails. Mais donc, il y a eu une bataille politique et administrative. Il y a eu une autre bataille qui renverrait à la joute, à l'agone, enfin, à la dimension agonistique, au sein peut-être du monde théâtral, du monde artistique. Jean-Louis Barrault et Jean-Paul Sartre l'attaquent sur le fait qu'il ne réunirait peut-être pas un public populaire, quoi qu'on en dise. J'essaierai de vous montrer qu'en réalité, il a réalisé l'utopie et que le public était populaire au TNP. Il était encensé par la critique quand il montait le Cid, quand il montait Musset, quand il montait Molière, Lavare ou Danchemont, mais il était éreinté par la critique quand il montait des contemporains, tels que Nucléa de Pichette, mais c'est Gérard Philippe en fait, qui en avait assuré la mise en scène, ou Crapaud Buffle d'Armand Gatti, ou La Nouvelle Mandragore de Vautier. Et il était agacé par cette critique dramatique parisienne dont il disait les soirs de première sont souvent des soirs très particuliers parce qu'on a le sentiment que la fortune de la pièce peut être faite ou défaite le lendemain. Et c'est ce qui va être à l'origine de ce que j'évoquerai tout à l'heure à propos des avant-premières. Il va créer des avant-premières pour son public populaire. Je peux vous assurer que ça a été une rupture du code de la sortie classique au théâtre, et la critique dramatique s'est tue très vite. Je dirais tout à l'heure, je fais des annonces sur la suite, pardonnez-moi, mais il a réuni très vite 25 000 abonnés. Il a créé les abonnements populaires et 50 000 abonnés ensuite. C'est une ville moyenne, je crois, 50 000. Quand vous avez une jauge de 2500, parce que j'y viendrai aussi, quand vous faites des avant-premières, parce que sa décision était de dire mon public, c'est pas la critique d'art dramatique de Paris, c'est les abonnés populaires. Donc, je vais faire des avant-premières. Alors, si vous avez 25 000 abonnés, ça vous fera, le calcul est facile, 10 soirs, pour une jauge de 2500. 50 000 abonnés, 20 soirs, 3 semaines. Et la critique était invitée 3 semaines après ces avant-premières. Là, le mutisme fut de rigueur. Autre bataille, cette fois sur l'enjeu même de la définition du théâtre populaire. Là aussi, ce serait passionnant d'aller plus avant. C'était la fondation de la revue Théâtre populaire par Roland Barthes, par Bernard Dort, qui a encensé Jean Villard au départ. Le premier éditorial, je vous invite à lire l'éditorial du premier numéro qui
fait la résurgence de la tragédie antique à travers aussi bien le palais des papes que le palais de Chaillot, qui évoque l'idée que Villars renoue. L'idée de résurgence est celle de Walter Benjamin. Hein. Il dit que l'histoire n'est pas linéaire et homogène, mais qu'elle est faite de résurgence et avec parfois des boucles et des contre-boucles et des retours. Son dernier écrit sur le concept d'histoire en parle également. Mais donc, la revue Théâtre Populaire adhérait parfaitement au projet du Théâtre National Populaire de Villars et confortait la qualification, bien sûr, de théâtre populaire avant d'avoir émis toute une série de critiques acerbes à l'endroit de Villars par rapport même à un modèle de mise en scène ou autre, à partir du moment où le Berliner Ensemble est venu en France. Ça a été donc Brecht décède en 1956 et avec Moteur Courage, enfin avec Hélène Weigel, eh bien là il va y avoir une querelle entre ceux qui étaient qualifiés à l'époque les Brechtiens contre Villars. Enfin, on pourrait y revenir si vous voulez aussi. Et puis une dernière bataille à côté de ces que Villars a dû endurer. Une dernière bataille qui était la plus invisible, d'une certaine manière, mais que je dois citer, qui est peut-être involontaire, mais qui serait peut-être une bataille, j'allais dire, sociologique et idéologique. Jean-Louis Barrault et Jean-Paul Sartre avaient contesté l'idée que Villars puisse réaliser l'idéal de démocratisation du théâtre ou réunir un public populaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais à l'époque, donc en 1959, est créé le ministère des Affaires culturelles, confié à André Malraux. Et dans la suite, en 1961, dans le cadre du 4e plan, il y a une commission culture pour les besoins culturels des Français, après la reconstruction, le logement, etc. La création du service études et recherches date de 1963. Et en 1964 est confiée à un jeune sociologue, à l'époque peu connu, maintenant beaucoup plus, Pierre Bourdieu, une enquête sur la fréquentation des musées en Europe, en 1964. Qui va arriver à des conclusions incontestables et qui vous paraîtront banales, mais qui paraissent une bombe pour le ministère de l'époque, Augustin Gérard, qui dirigeait le département études et prospectives, et qui vont être publiés dans L'Amour de l'art, un livre de 1966, dont la réédition date de 1969. Pourquoi ? Parce que dans L'Amour de l'art, les conclusions de Bourdieu paraissent dans leurs effets, pas dans l'élaboration du résultat, mais dans les effets politiques éventuels, avoir peut-être des risques par rapport à un idéal de démocratisation qui était le corps de doctrine du ministère de la Culture, puisqu'André Malraux, le 24 juillet 1959, avait rédigé lui-même que le but du ministère, c'était de faire accéder au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité, en particulier de la France, fin de citation. Et Bourdieu montre que les obstacles à l'accès au théâtre ou à l'art ou au musée ne sont pas d'ordre matériel, entendez la distance géographique ou les tarifs, mais d'ordre symbolique, entendons l'éducation, la socialisation primaire par la famille et par l'école. Tout serait joué à 25 ans. Je parle au conditionnel parce que Pierre Bourdieu ne le pose pas en ces termes. Bourdieu évoque l'idée que ce qui pose problème, ce n'est pas l'absence de relation à l'art, mais dans une phraseologie qui est propre à la sienne, ce qui pose problème, ce n'est pas l'absence de relation à l'art, c'est l'absence d'un sentiment d'absence, c'est-à-dire l'absence d'un désir, d'une soif. Et derrière ces concepts de socialisation culturelle, d'habitus ou de distinction, qui ont toute leur validité, toute leur force, toute leur cohérence, même dans le modèle bourdieusien théorique, eh bien, il y a l'idée qu'il y a des déterminants sociaux. Et bien souvent, la trahison qui a été faite, c'est que ces déterminants étaient des déterminismes. Entendez que tout serait joué, en effet, si la personne n'a pas connu le théâtre ou par sa famille ou par l'école, elle n'aurait peut-être pas lieu à 30 ans ou à 35 ans ou à 50 ans ou à 60 ans de découvrir le théâtre par elle-même. C'est ça le déterminisme, c'est-à-dire sous une forme laïcisée, la résurgence du mythe de la prédestination. Augustin Girard, directeur du département études et prospectives, avait vu juste. Il y avait un risque d'effet de la diffusion des savoirs de sciences sociales. C'était tout bénéfice pour ceux qui étaient contre l'idéal de démocratisation. Regardez, les sociologues nous disent que ça ne peut pas marcher. Et ça pouvait aussi induire
peut-être des entraves à des formes de résistance ou de militance pour les porteurs de cet idéal de démocratisation. J'évoque cela comme une bataille qui n'a pas été une bataille ouverte à la différence des batailles antérieures, mais qui va avoir des conséquences sur la manière de thématiser, conceptualiser, problématiser ces choses-là, cette relation entre ce que Antoine Vitez nommera élitaire pour tous, c'est-à-dire la conjonction de la revendication égalitaire, inattaquable en régime démocratique et républicain, et la revendication élitaire, je n'ai pas dit élitiste, ça n'a rien à voir. L'élitisme est une idéologie comme l'égalitarisme est une idéologie. La revendication élitaire qui est le propre de tout artiste qui cherche toujours et plus avant à créer du nouveau et donc à convoquer une recherche formelle qui risque de heurter les horizons d'attente, c'est-à-dire le pacte de réception avec un public. Prenez des exemples comme Schoenberg, qui, lorsqu'il monte la nuit quand il compose la nuit transfigurée, a des accents malériens ou wagnériens, mais lorsque c'est le Pierrot lunaire, c'est un pugilat dans les salles de Vienne. On évoquait au déjeuner Pina Bausch. Pina Bausch est acclamé internationalement à Wuppertal, à Paris, à Clermont-Ferrand, j'y étais hier soir, là, à Toronto, à Montréal, à Singapour, à Moscou, à Londres, à Berlin, partout. Mais pendant les 2-3 premières années, Pina Bausch, en 74-75, a reçu des menaces de mort pendant 2 ans chez elle. Elle avait tellement rompu avec le code du ballet classique. Elle préférait la vérité à la beauté, mais accédant à la vérité, comme dirait Albert Camus, elle créait la beauté. Donc, il y a des avant et des après pour certains, et ça, c'est la dimension élitaire. Je reviens sur l'élitisme qui est vraiment autre chose. La conjonction de la revendication égalitaire et élitaire, que certains nomment la gestion de l'inconciliable, d'une certaine manière, Villard l'a porté. Et pourquoi je parlais de bataille invisible, ou en tout cas d'effet involontaire de la diffusion des savoirs de sciences sociales, c'est que, comme Villard quitte en 1963 le TNP, 1964, donc l'enquête sur la fréquentation des musées en Europe, il y a le colloque de Bourges où se trouve Pierre Bourdieu, et dès 1964, Jean Villard va créer les Rencontres d'Avignon. C'est quoi les Rencontres d'Avignon? C'est des séminaires, avant les représentations du soir, qui traitent d'un thème par an, et surtout qui réunissent autour de la table des artistes, des gens de théâtre, des élus, Jack Ralite qui est de toutes, enfin à partir de 66, des adjoints à la culture, des directeurs d'institutions, de maisons de la culture et des chercheurs en sciences sociales. Et donc, il y a une diffusion de ces savoirs de sciences sociales. Et grosso modo, l'idée qu'il n'y aurait peut-être pas possibilité d'accéder à l'idéal de démocratisation ou de le réaliser va commencer à poindre très tôt à partir de cette diffusion des savoirs de sciences sociales. Et j'insiste sur un point qui me paraît très important par rapport à ce qu'on évoque bien classiquement comme l'évaluation dite des politiques publiques. Si vous prenez la démocratisation de l'enseignement, c'est sur 3, 4, 5 générations. Si on prend les lois Jules Ferry sur l'école publique gratuite, obligatoire et laïque des années 1880-82, tout le monde est passé par l'école primaire, et encore peut-être pas tout le monde, mais grosso modo dans les années 1910-1920, 30 ans plus tard. La démocratisation de l'enseignement primaire, c'est les années 10, les années 1920. La démocratisation de l'enseignement secondaire, collège et lycée, c'est les années 1950, 1960, avec le grand rêve de promotion sociale par l'école, de mobilité sociale ascendante. Et la démocratisation de l'enseignement supérieur, avec l'artefact dont était 80% de bacheliers, date des années 1990-2000. Donc entre 1881 et 2000 ou 2020, 2021, 3-4 générations se tiennent par la main, voire 5. La démocratisation, c'est aussi un processus, c'est pas qu'un projet politique, c'est un processus historique qui prend du temps. Vous devinez donc combien l'idéal porté par Villard réussit, c'est ma deuxième remarque à laquelle je viens immédiatement pour rappeler le projet, l'action et l'œuvre, a été presque oublié, si je reprends le mot de l'oubli, ou en tout cas contesté au motif que
tendre ou atteindre l'idéal de démocratisation serait chose impossible. Les sociologues sont là pour nous le dire. C'était un peu le discours. Or, le constat de Pierre Bourdieu est valide. Il y a bien des obstacles symboliques à l'accès à la culture. Il y a aussi des obstacles matériels. Il faut toujours réfléchir sur les tarifs. On ne peut pas éluder les tarifs matériels. Les obstacles matériels. C'est-à-dire que, pourquoi je parle d'obstacles géographiques ou matériels? Parce que c'était l'idée de Villard, l'idée de Jeanne Laurent. Sauf que Villard, sans l'avoir théorisé comme Firmin Gémier ou thématisé comme tel, pensait bien aussi que c'était une affaire d'éducation, et je vais y revenir assez longuement. Quand il est héritier des Lumières, il est héritier de Condorcet et de Schiller, des lettres sur l'esthétique, lettres sur l'éducation et l'esthétique de l'homme de 1794, où il faut commencer par la beauté pour accéder à la moralité et à la chose politique, à l'État. Donc, Villard est totalement conscient, mais c'est pas, et il le fait, mais ce n'est pas thématisé comme tel. Et donc, la crainte que le ministère avait autour de cette commande, ou plutôt de la parution en 1966 de L'Amour de l'art, qui a été une parution presque, enfin, une première édition un peu en tirage limité, avant qu'elle ne soit à tirage plus large en 69, eh bien, c'était la crainte de annihiler dans l'œuvre, si j'ose dire, la proclamation de ce corps de doctrine qui était l'idéal de démocratisation. Écrit en 59, corps de doctrine du ministère. 5 ans plus tard, vous voyez que là, ce n'est pas un siècle et demi. Il serait, je parle au conditionnel, impossible de l'atteindre. Voilà pourquoi je parle d'une bataille invisible qui s'est nouée à l'insu de Villard, même s'il l'a vu en 68 aussi, mais parce que ces thèses vont se diffuser. C'est ce qu'on appelle la diffusion des savoirs de sciences sociales ou les effets idéologiques de la diffusion des savoirs de sciences sociales. Pourquoi j'évoque ceci à son insu et de manière volontaire? C'est parce que je vais vous esquisser maintenant, en deuxième série de remarques, l'action et l'œuvre de Villard, exactement du TNP de Villard, et en quoi on peut parler donc d'une réussite de ce point de vue. Il avait écrit de très belles choses sur Firmin Gémier, Villard, et il y a l'idée d'héritages au pluriel chez Villard, et peut-être que j'évoquerai au moins 2 ou 3 héritages, juste à titre d'esquisse, qui trament tout son projet. Jeanne Laurent évoque ses grandes lectures de Rousseau et de Diderot. Est évoqué dans la parution de Bref, le numéro spécial consacré donc aux 101 ans, l'idée que la Révolution est présente au sein même du TNP, la référence à la Révolution française. Et oui, il y a quelque chose de cette nature, et ce que je vais par contre essayer de vous montrer, c'est comment il a opéré une révolution dans les discours, dans les pratiques et dans les institutions. Mais donc, il est héritier des Lumières. J'évoquais Schiller, j'évoquais Condorcet. L'idée de Condorcet, dont certains disent qu'il est le précurseur de l'éducation populaire, puisque Condorcet, dans son rapport sur l'instruction publique de 1792, évoquait l'idée que c'était du berceau à la tombe, qu'il y avait l'idée de continuité, d'intégrité et d'universalité qui devaient être les 3 piliers structurants d'une éducation de l'être de l'homme, au sens générique de l'homme et de la femme, c'est-à-dire du berceau à la tombe. Et dans les discours de Villard, sans référence explicite peut-être à Condorcet, il y a cette idée-là. Cette idée que ça doit être sur toute la vie. Robespierre évoquait l'idée que les théâtres étaient l'école primaire pour régénérer l'homme. Et Rousseau, j'évoquerai peut-être la question, j'entendais l'adverbe fraternellement ce matin aussi, qui était évoqué à propos de Firmin Gémier, cette idée de fraternité. Peut-être que j'en dirai un mot aussi. Et c'est très présent, alors que ce soit dans les lettres sur la vertu ou même dans la Nouvelle Héloïse, paradoxalement, parce que c'est pas comme le discours sur l'origine de l'inégalité, mais l'idée de comme un horizon possible. Et peut-être que je vais évoquer la fraternité sur un point. L'éducation populaire est centrale, en effet, du projet de Villard. J'avais, si j'ai le temps, elles sont très brèves, peut-être 3 citations. L'une de Maurice Potcher, Firmin Gémier, de Jacques Copeau et de Jean Villard, avec des nuances qui ont été faites ce matin entre Jacques Copeau par rapport au Vieux Colombier, par rapport à la NRF, etc.
Pottier évoque, je cite, « Le théâtre populaire doit réunir sur les mêmes gradins le premier des philosophes de la nation et le dernier des portefaix de la halle, le financier le plus opulent et le plus dénué des traits de misère. » Je cite maintenant Firmin Gémier. « L'art dramatique doit s'adresser à tout le peuple. Par ce mot, notez-le bien, je n'entends pas seulement la classe populaire, mais toutes les catégories sociales, à la fois savants et artisans, poètes et marchands, dirigeants et gouvernés, enfin toute la vaste famille des puissants et des humbles. Je crois que la plus haute mission du théâtre est de réunir tous ses auditeurs dans les mêmes idées et les mêmes sentiments. » Jacques Copeau, celui des Copiaux de Bourgogne, peut-être plus que du Vieux-Colombier, « Les ouvriers de la vigne et des champs, les commerçants, les bourgeois, les fonctionnaires et les châtelains s'assembleront pour nous entendre apprendre et prendre à nos jeux un plaisir commun. » Et je cite Jean Vilar enfin, par rapport à des consonances ou résurgences ou autres. Jean Vilar s'affirme en héritier de cette tradition lorsqu'il déclare qu'il s'agit d'apporter à la partie la plus vive de la société contemporaine, aux hommes et aux femmes, de la tâche ingrate et du labeur dur, les charmes d'un art dont ils n'auraient jamais dû, depuis le temps des cathédrales et des mystères, être sevrés. Et la suite, vous la connaissez, il nous faut remettre et réunir dans les travées de la communion dramatique le petit boutiquier de Suresnes et le haut magistrat, l'ouvrier de Puteaux et l'agent de change, le facteur des pauvres et le professeur agrégé. J'ai évoqué ces 4 citations pour montrer en effet combien il y a comme une tradition de théâtre populaire concomitante des grands moments d'affirmation de l'éducation populaire. Je dirais que l'éducation populaire épouse d'une certaine manière dans ses valeurs fondatrices, vous le savez, pardonnez les truismes parfois que je fais, la trinité républicaine de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, la liberté au motif de la liberté intellectuelle, de penser. Si Jean Zay et Léo Lagrange, Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts en 1936 sous le Front populaire, sous le gouvernement de Léon Blum, s'intéresse à la jeunesse avec Léo Lagrange, avec une urgence et une conscience tellement élevée, parce qu'il fallait offrir le contre-type de ce qui se tramait dans les jeunesses mussoliniennes ou hitlériennes. Il fallait offrir les outils pour tenter d'accéder à ce que l'on sait pourtant impossible, même avec Kant, par rapport à l'idée de tendre vers une autonomie intellectuelle dans cette référence étymologique de se donner sa propre règle à soi. La liberté, c'est la liberté de penser. Offrir les conditions de possibilité de cette liberté de penser. C'est central de l'éducation populaire et du théâtre populaire. La deuxième dimension fondatrice, un socle constitutif, c'est de tenter de dépasser les barrières sociales et de retrouver et d'opposer aux inégalités de l'égalité, ou tendre vers une égalité. Lorsque l'éducation populaire, après l'affaire Dreyfus, ou après, puisque les tranchées avaient été le lieu de se côtoyer physiquement et symboliquement, et bien à ce moment-là, en effet, il faut dépasser tout cela. Et la fraternité est le troisième. René Char dit dans Les Dentelles de Montmirail que l'enjeu et l'ambition, c'est d'offrir des pans de fraternité. Et pour offrir de la fraternité, il faut offrir de la transcendance, dont il ajoute, dont on n'a jamais fini de dégauchir les signes. Et cette idée de fraternité que j'entendais aussi dans l'exposé de ce matin, chez Firmin Gémier, on la retrouve très fortement chez Jean Vilar. Et Jean Vilar l'a vécu aussi peut-être historiquement, puisqu'il est contemporain du Front populaire en 1936. Et le Front populaire, il se noue, vous le savez, en 1934, les 9 et 12 février 1934. Pour mémoire et en une minute, il y a le 6 février 1934. Les droits au pluriel, Maurras, l'Action française, l'antiparlementarisme, résurgence du boulangisme, etc. Je passe. La République étant vraiment en danger, le 6 février 1934. Depuis le congrès de Tours, c'est aussi un anniversaire une année près, 1920, cette scission entre la section française de l'Internationale ouvrière, la SFIO, et le Parti communiste, qui se crée après la Révolution d'octobre de 1917, crée aussi CGT, CGTU, et l'opposition est forte. À Berlin, c'est fratricide.
Et les deux cortèges entre Bastille et République du 9 février et celui du 12 février entre Nation et République. Il y a une peur, hein. Est-ce que le conflit va être violent entre communistes et socialistes, entre socialistes et communistes? Ils fraternisent. Les deux cortèges fraternisent. 9-12 février 1934, c'est le début du Front populaire. Après, il y aura le 14 juillet 1935, et la suite, vous la connaissez, nous la connaissons. Cette idée de fraternité, de fraternisation, elle est aussi l'horizon de valeur de l'éducation populaire, du théâtre populaire, et elle est le socle. Je disais tout à l'heure en introduction, il est peut-être délicat et difficile de mesurer la joie, mais Michel Bataillon me confiait combien aussi, enfin, l'enthousiasme qu'il y avait dans les couloirs de Chaillot. J'ai apporté tout à l'heure, au moment des images, quelques numéros de la revue Bref, qui je croyais, mais par erreur sans doute, qu'elle avait été fondée par Jean Villard. Je n'ai pas l'exactitude ici. Alors on voit très mal, mais c'est des hommes et des femmes qui descendent les palais de Chaillot, là en première page. On sent l'élan, on sent la joie. Ils sont heureux. Et c'en est une autre, enfin je vous montrerai ça tout de suite après. En tout cas, le projet, voilà ce qui, en termes de tradition et d'héritage, trame le projet de Villars. J'en viens maintenant à ce que j'appellerais la révolution invisible ou silencieuse de Villars, même si elle n'est pas totalement silencieuse, mais ce n'est pas au sens de la révolution politique. C'est quoique, mais enfin non, ce serait inapproprié. C'est une révolution qui renvoie à trois affirmations que je cite et que j'esquisse pour mieux les comprendre. La première révolution de Villars, c'est d'affirmer pour la première fois un théâtre-service public. Je vais définir. La deuxième dimension, c'est de considérer le public, dans tous les sens de le mot considération d'ailleurs, mais de considérer le public comme un objet d'attention, de considération, pourrait-on dire, mais aussi comme une catégorie d'action. Le public n'a pas attendu Villars pour exister, mais Charles Dullin, qui a été son maître dans les années 33-37, pour Charles Dullin, le public, c'était une masse sombre. Tandis que Jean Villars va se poser la question de qui est dans la salle. A-t-il eu des difficultés pour réserver les billets ou pour venir de Gennevilliers ou d'Aubervilliers? Était-il en capacité d'écoute quand il était dans la salle de 2500 au dernier rang ou un peu de manière latérale? Avait-il froid? Parce qu'on est en 51, le rationnement se termine en 1948 en France, etc., etc. Il va être dans à la fois un imaginaire du public et une considération du public de manière très concrète pour fonder ses actions. Et puis, il a déployé toute une série d'innovations institutionnelles que je rappellerai aussi. Théâtre, service public. Il faut comprendre cette affirmation et cette consécration par Villars comme une réponse à son projet qui était de faire rupture avec le code bourgeois de la sortie au théâtre qu'il avait connu dans les années 1930. Jean Villars a écrit de manière posthume un livre intitulé Chronique romanesque, où il décrit la sortie à l'opéra et dans un théâtre privé en 1932-1933. Il dit il n'y a pas de financement sur fonds publics, donc vous devinez combien la division par le nombre constitutif de la jauge du coût du spectacle, eh bien le prix sera multiplié par 5 ou 6 s'il n'y a pas de... Donc la personne s'est saignée financièrement pour accéder, pour aller voir du théâtre. À peine a-t-il fait 3 mètres dans le théâtre qu'on lui demande d'acheter le programme, qui est des publicités sur papier glacé, avec des photographies des chanteurs lyriques ou des comédiennes et comédiens, sans un mot sur la pièce ou sur l'argument, qui pourrait donner une condition de possibilité d'accéder à une forme de sens. Et là, il ne reste plus un sou. Il faut déposer le manteau au vestiaire. Ah, il restait 3 centimes ou 3 francs ou 30 francs à l'époque. Et puis, le SMIG et le SMIC n'existaient pas encore, donc l'ouvreuse, qui était rétribuée par les pourboires, dans la main. Villars rappelle et nomme dans Chronique romanesque le sentiment d'indignité qui a pesé sur lui lorsqu'il n'avait plus un copec dans le porte-monnaie pour honorer le rite. Je vais vite.
Le spectacle était à l'époque à 21h15 ou 21h30 et il était d'usage d'aller dîner après. Comme dira Villard plus tard, il valait mieux pas se lever à 5h ou 6h du matin pour prendre le travail le lendemain. À la même époque, Edmond Gobelot écrit un livre où il ne parle pas de théâtre, mais la barrière et le niveau sur une étude de la bourgeoisie, et ça pourrait être très intéressant de mettre en dialogue tout ça. Voilà avec quoi Villard a voulu rompre. Et on pourrait presque esquisser des dimensions, pas de définition, mais d'acception de la notion même de populaire, parce que la notion de populaire varie selon le point de vue duquel vous vous placez. L'étymologie latine, d'ailleurs, est double. Vous avez populus et plebs. Populus, c'est l'équivalent du peuple en son entier, l'équivalent métaphorique de la cité grecque. Une république, une et indivisible. Le peuple, sous la référence, sous la plume de Villard, c'est le populus. Plebs, c'est le bas peuple, avec toute la dépréciation hiérarchique et distinctive, et la violence distinctive. Marcel Mauss évoquait dans l'esquisse, sur l'essai sur la théorie du don, que la distinction est mortifère. La distinction, c'est tuer symboliquement l'autre. Pierre Bourdieu a repris ça, Mauss, mais Marcel Mauss est très net par rapport à ça. Et cette dimension de sentiment d'indignité, ou cette dimension mortifère de la distinction, Villard l'a connue. Il veut éviter cela. Pour le dire autrement, le populaire pour le théâtre bourgeois, je vais trop vite, mais c'est la plebs. Le populaire pour Villard, c'est le populus. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour Villard, le théâtre service public, si je devais résumer d'un seul mot, c'est un théâtre qui n'exclut pas, qui n'exclut quiconque. J'ai fait, à côté des entretiens que j'avais pu réaliser, y compris de personnes qui ont connu Villard, par rapport à, comme Pierre Boulez, ça c'était par rapport à Beaubourg, etc., eh bien, ou Georges Guette, qui avait été secrétaire général du TNP et qui après avait préparé l'ouverture du Théâtre de la Ville entre 1967 et 1970, puis relancé la Comédie Française de Pierre Dux, qui ne connaissait plus de spectateurs. Georges Guette était considéré à l'époque comme l'homme qui remplissait les salles, pas au sens du marketing, mais dans la manière d'instaurer un lien. Il y avait Sonia de Beauvais au TNP de Villard, mais voilà, on pourra en reparler si vous voulez. Un théâtre service public, donc un théâtre qui n'exclut pas, et dans les entretiens que j'avais pu réaliser auprès d'anciens spectatrices, spectateurs de Villard, certains me disaient... Les trois choses, c'était extraordinaire. Parfois, il y avait un employé et un ouvrier à côté de moi, et puis une autre fois, on aurait pu croire qu'on était des antipodes, mais parce qu'il n'y avait plus d'invités et de rangs d'invités, je me trouvais entre Pierre Mendès France et Laurent Terzieff. Et la personne avait le sourire avec un souvenir ébloui qui était gravé en son cœur et en son corps. Et en fait... voilà pour l'affirmation du théâtre-service public qui faisait référence, comme je le disais tout à l'heure, au gaz, à l'électricité et à l'eau. Il y avait l'idée que le TNP, le sigle, pouvait aussi avoir des échos de la SNCF de 1936, ou j'oublie le nom de l'ex-RATP, la RCTP, je crois, la régie, je ne sais plus, des transports parisiens. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose d'une évidence, de créer de l'évidence à travers ces trois mots de TNP, dont là encore, il faudrait dire que ils n'ont pas évidemment, ils ne sont pas sans référence à la République, et j'y reviendrai peut-être. Surtout quand ils étaient entourés de bleu, blanc, rouge parfois, enfin, mais j'y reviendrai. Ou bien Jacques No, qui était le designer, enfin le graphiste, pardon. Jacques No, qui est le casque de la Gauloise, c'est Jacques No. Saint-Zano, les apéritifs, c'est Jacques No. Et Jean Villard avait confié à Jacques No de trouver le sigle TNP qu'on retrouve ici au pochoir, le style Didot, qui est de la Révolution française. Là aussi, il y avait l'affirmation d'un point de vue sémiotique à cette référence révolutionnaire. J'en viens à la deuxième révolution, qui est le public. Le public devient un partenaire central. J'ai oublié de dire que pour Villard, qui avait rebaptisé la notion de metteur en scène en tant que régisseur, parce que pour lui, les deux priorités du théâtre étaient le poète, la parole du poète, et le public. Le metteur en scène était un facteur, aurait dit Louis Jouvet dans Le Comédien désincarné. Le metteur en scène, si vous prenez les affiches du TNP, vous avez Molière,
l'Avare, le TNP, Jean Vilar, tout petit. Donc il y a bien primat de l'auteur chez Vilar. Et 2 mots sur le public, j'évoquais un imaginaire instituant. Eh bien, vous avez au moins 2 métaphores. On rêve le public, il rêvait le public. Et il y a au moins 2 métaphores, la métaphore ontologique du corps politique, l'Assemblée, du corps social unifié, et la métaphore de l'espace public, c'est-à-dire de celles et ceux qui lisent, qui écoutent, qui regardent, et qui font, dirait Aristote ou Habermas ou Hannah Arendt, un usage public de leur raison. Tous les éléments de débat et autres. Bon. Eh bien, cette double métaphore est constitutive de support d'identification et d'appartenance pour le public. Le public le ressentait. On oppose parfois imaginaire et réel, mais l'imaginaire a des effets de réel. La manière dont vous êtes institué en tant que spectatrice ou spectateur, la manière dont vous êtes nommé a de l'importance. Et il offrait donc ces supports d'identification à travers un imaginaire que je viens d'évoquer uniquement dans une double référence métaphorique et trop rapidement. Je pourrais y revenir si vous voulez. Je disais objet de considération, objet d'action. Et en effet, la considération qu'il avait, c'était une considération sociale, pourrait-on dire presque sociologique. Certains disent que Jean Vilar, de manière totalement d'esquisse, essayait presque de comprendre, non pas les variables sociodémographiques de son public, mais presque, et en tout cas toutes les possibilités de mise en relation des individus avec les œuvres, c'est-à-dire la possibilité du rapport à l'institution avec les œuvres, ce qui lui faisait parfois consacrer des numéros spéciaux de la revue Bref à, c'est peut-être illisible, pas trop petit, les spectateurs du TNP. Les spectateurs du TNP, et il avait 8 pages, 10 pages derrière, où il donnait les résultats non pas d'enquête, mais d'un questionnaire sur lequel je vais dire un mot maintenant. C'est la 3e révolution, si vous m'accordez ce sens faible, pas au sens politique, hein, mais il y a un avant Vilar et un après Vilar par rapport à ce qu'il a imaginé et surtout mis en acte au sens d'un déploiement. Je vais venir tout de suite sur l'impact et sur les conséquences de toutes ces actions en direction du public. C'est la série d'innovations institutionnelles que j'évoquais. C'est quoi? C'est sur les horaires. Il entendait claquer Il y avait un quart de salle qui partait parfois à minuit 30, et les strapontins claquaient, et ça faisait du bruit, et ce n'était pas par des amours de Lorenzaccio, ou du Cid, ou de Musset, c'était l'horaire du métro, en effet. C'est-à-dire que le code bourgeois de la sortie au théâtre est en 21h15, eh bien, alors je devrais dire qu'en tant que spectatrice et spectateur, nous sommes les héritiers et héritières de Vilar, par rapport au théâtre-service public qui a donné le théâtre public, par rapport à tous les codes que je vais évoquer très rapidement là, simplement pour mention. Ça nous paraîtra une banalité, ça ne l'était pas à l'époque. Donc la question des horaires en premier lieu. Et dès qu'il a avancé à 20h15 l'horaire, il n'y avait plus un strapontin qui claquait. Tout le monde pouvait... Alors, il variait si la pièce durait 4 heures ou autre. Comme à l'époque, on sortait à 18h15 ou 18h30 du travail, il s'est dit, plutôt que d'obliger chacune et chacun d'aller se restaurer sur la colline de Chaillot au Trocadéro avec peut-être une restauration un peu chère, je vais ouvrir les portes à 18h30. Et à ce moment-là, l'honneur est d'accueillir. Quand je parlais de considération, c'est une considération sociale et une considération, j'ose dire, morale et politique. Alors, il va offrir la possibilité de se restaurer légèrement. Il a été moqué pour son veau froid. Et il y avait un accueil en musique. Mais ce n'était pas une bande-son, c'était un mini-concert de jazz. On verra les petites photos tout à l'heure. Un petit ensemble de jazz. Les pourboires dont il avait souffert dans les années 30 sont interdits. Les ouvreuses sont rétribuées. Il a eu des lettres presque d'insultes de certains qui disaient « J'ai voulu donner un pourboire, elle a refusé, elle m'a dit qu'il y avait un écriteau, pourboire interdit, et que c'était comme ça maintenant. » Ça rompait vraiment avec le code de la sortie, le rituel. Les vestiaires étaient devenus gratuits, parce que l'enjeu de Vilar, c'était d'éviter tout surcoût. J'en viens au coût principal, la place. Il a créé les abonnements populaires, et ça a diminué immédiatement le prix des places. Il distribuait aux 2500, parce que la salle était la jauge était de 2500, ça variait en année faible à 2000, et parfois c'était 2500 et plus, en moyenne. Hein. Certains disaient que Vilar était condamné au succès, puisqu'il était responsable, je l'ai dit tout à l'heure, sur ses fonds propres.
eh bien, étaient distribués des questionnaires, j'en ai des exemples, mais malheureusement pas en photo tout à l'heure, qui avaient plusieurs thèmes. Le thème des « Avez-vous connu des problèmes de transport et de réservation ?» Puis les thèmes de capacité à bien voir le spectacle, ou à ne pas avoir froid, etc. Mais aussi les spectatrices et spectateurs de Villars, du TNP, étaient interrogés sur la mise en scène, je cite, la scénographie, l'interprétation des comédiens et des comédiennes. Autrement dit, chaque spectatrice et chaque spectateur était institué dans sa qualité de spectatrice ou de spectateur. Certains disent à propos du dispositif électoral, comme l'isoloir en 1914, que pendant 1 minute ou 2, nous ne sommes plus des êtres particuliers comme nous serions en 1848, ouvriers ou autres, et on regardait par-dessus l'épaule si on votait bien, et que le dispositif électoral, eh bien, nous façonne de l'universalité pendant quelques minutes où, en raison ou autre, en affect ou autre, on délibérait, mais sans détacher de nos particularités, de nos particularismes. On peut être ouvrier, employé, enseignant, étudiant, et vous êtes convoqué dans la formation d'un jugement sur la valeur esthétique de l'œuvre. Jusque-là, c'était seuls les critiques d'art dramatique qui possédaient cette faculté, ou cette capacité, ou ce droit. Autre innovation, les avant-premières. Je n'y reviens pas, puisque je les ai évoquées tout à l'heure. Donc, toute une série d'innovations institutionnelles. Alors, les avant-premières, j'ai oublié, peut-être aussi très important, les débats. Le petit festival de Suresnes en 1951. Vous avez le CID le soir, la commensalité du repas en commun après, le bal populaire. Gérard Philippe et Maria Cazares dansaient en 1951 à Suresnes. Quand j'avais interviewé Maria Cazares, elle me disait maintenant, après Jean Villard, il nous dispensait. On n'était pas obligé d'aller faire le bal populaire parce que oui, Suresnes avait tellement bien marché qu'il avait, j'ai oublié de le dire aussi dans les innovations institutionnelles, il avait, comment dire, fait les week-ends TNP. C'était 1er de l'an, à Pâques, Pentecôte, etc. Et là, Maria Cazares me rapportait, je voyais dans les programmations, et Alain Cuny aussi, il me disait on jouait 3 pièces dans le week-end, le samedi en matinée, donc à 15h, le samedi à 20h ou 20h30, et le dimanche à 15h en matinée. Et les 3 pièces, ça pouvait être un Shakespeare, un Claudel et un Victor Hugo. Et Maria Cazares me disait nous étions rincés. Et donc, il y avait, sur les 2500, parfois 1500, 2000 couverts, il y aura une photo tout à l'heure, dans ces souterrains de Chaillot, et un bal. C'est là que Maria Cazares me disait, Suresnes, on dansait, Gérard Philippe et moi, mais après, non, on n'était pas obligés. Je ferme la parenthèse. Donc, toute une série d'innovations institutionnelles qui ont créé justement cette joie qu'on voit dans la descente des escaliers ou autre. Alors, une fois, l'enjeu était pour Villars que le public se sente chez lui. En offrant cette condition de possibilité de se sentir chez soi, chez lui, eh bien, il y avait l'idée qu'il offrirait des meilleures possibilités comme un régime de familiarité ou une possibilité d'améliorer un régime d'intimité avec l'œuvre, pour écarter justement tous les... Voilà. Et pour créer un régime de familiarité ou d'intimité avec l'œuvre, il avait aussi créé, je termine sur les innovations institutionnelles, les débats. Aujourd'hui, c'est évident que tout théâtre public, bien souvent, je parle sous votre contrôle aussi, mais je suis un peu amateur de théâtre et spectateur parfois un peu assidu. Il y a dans la programmation d'une pièce la possibilité de rencontrer l'équipe artistique, metteur en scène, comédienne, comédien, parfois à l'issue d'une représentation. Villars crée ça au Festival de Suresnes, et le dimanche à 11h, avant Mère Courage, à 15h, et après le CID de la veille. Et à 11h, qui se trouve pour le débat? Gérard Philippe et Jean Villars. Les débats, il va les faire ensuite dans les comités d'entreprise, dont j'ai oublié dans le contexte historique de dire qu'ils ont été créés en 1946. Les délégués du personnel, c'est 1936 sous le Front populaire, le comité d'entreprise en 1946. Il va les créer, les débats à la Sorbonne. Il va au public.
Donc il crée les débats. Il crée cette revue Bref, qui fait 8-10 pages, tout petite police, très serrée, sur une pièce de Musset, nucléaire de Pichette, etc., qui donne des clés d'accessibilité à l'œuvre, où il convoque des regards littéraires, philosophiques et autres. Et il crée aussi, en substitution de ce programme où il n'y avait pas une ligne sur l'argument, étaient évoquées les éditions de l'Arche ce matin, dans la collection du répertoire, les pièces, le texte de la pièce, Don Juan, Le Triomphe de l'amour, Marivaux, Molière, Lavare, avec des photos de répétition générale en noir et blanc, sans une publicité. Et c'était, alors je n'ai plus en tête la traduction monétaire, c'était vendu 1 franc de l'époque, ça reviendrait peut-être à 10 centimes d'euros, 1 centime d'euros, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'était une somme très modique. On pouvait y accéder aisément. J'arrête sur cette 3e révolution qui est la série d'innovations institutionnelles. Quand je dis révolution, c'est dans le rapport à un avant et un après. On est bien d'accord. J'en viens à l'œuvre. Si l'on prend cette idée que l'œuvre, ça crée de la durée, de l'efficace, qu'il y a une vertu au sens du XVIIe siècle, hein, que ça produit. En allemand, il y a Wirken, qui veut dire une action qui agit, qui crée des traces. Et bien là, je dirais, si j'empruntais le vocabulaire anachronique, plus contemporain de l'évaluation des politiques publiques, mais si on évalue quantitativement et qualitativement, eh bien, j'arrive tout de suite à la conclusion de la réussite, mais je vais essayer de dire pourquoi, comment. Au plan quantitatif, ça a été une réussite. J'évoquais 25 000 abonnés très rapidement, 50 000 abonnés, c'est plus de 5 millions de spectateurs au total, enfin c'est 500 000 par an, enfin c'est un succès absolu. Je verrai, là on ne voit pas bien, donc on verra peut-être, c'est pourtant de médiocre qualité, les images de tout à l'heure, mais la salle vide et la salle pleine, c'était 2500 ou 2200 chaque soir, et donc d'un point de vue quantitatif, les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais je pourrais être plus précis si vous le souhaitez tout à l'heure. La question était aussi de savoir si c'était un public populaire ou non. Populo, populaire, populace. On sait qu'on est du peuple. Villard, vous nous avez reconnus comme tel, et on va s'engager pour vous, parce que vous êtes le premier homme de théâtre, et nous reconnaître comme tel, véritablement, dans la relation que vous nous avez proposée. Je cite, populo, populaire, populace, c'est le début d'une lettre d'un spectateur, d'une spectatrice. J'ai plusieurs citations peut-être. Je devrais d'ailleurs, au-delà des chiffres, et tout de suite, je vais vous citer, si vous voulez bien, vous avez aux Archives nationales les livres d'or du TNP, des personnalités, Louis Aragon, Maurice Potcher écrit, Joseph-Paul Boncourt écrit, qui avait porté en 1910-1911 l'idée de théâtre du peuple, théâtre populaire, et il faudrait que je vous trouve ceci. Je cite Maurice Potcher, qui écrit le 30 décembre 1951, à Jean Villard. Donc Maurice Potcher, 1895, le théâtre du peuple dans les Vosges, avec pas ce 4e mur, mais le mur qui s'ouvre sur la forêt, et avec l'idée contemporaine de Romain Rolland, et de faire ça donc à Bussan. Je cite Maurice Potcher, à Jean Villard, lettre datée du 30 décembre 1951. Recevez, monsieur et brillant confrère, les compliments joyeux d'un de vos spectateurs d'hier. Ce sont ceux d'un vieil homme dont le nom ne vous est peut-être pas tout à fait inconnu, qui a consacré son existence à édifier dans sa province un théâtre où l'élite et la foule populaire se mêleraient et se sentiraient enfin unis devant l'œuvre d'art accessible, fût-ce différemment à tous. Vous avez brillamment réussi à faire triompher ce théâtre d'art pour tous, qu'avec mes amis Romain Rolland et Firmin Gémier, pour ne citer que ces 2 grands noms, j'avais rêvé autrefois de créer à Paris, mais que j'ai trouvé meilleur d'établir d'abord solidement là où je me sentais plus libre d'agir et plus sûr de réussir.
Fin de citation. Là, c'est Maurice Potcher. Je cite, pour le plaisir, un extrait d'une lettre de Joseph Paul Boncourt, qui avait donc œuvré en tant que parlementaire en 1910-1911 à la réalisation aussi d'une telle idée. Joseph Paul Boncourt écrit à Jean Villard, lettre non datée, mais de 51-52, d'après le classeur. « Comment vous dire la joie ?» Le mot est sous la plume de Potcher aussi, je sais que vous l'avez vu. « Comment vous dire la joie que j'éprouve à constater ce que vous avez fait de ce théâtre populaire, T majuscule, P majuscule, que j'avais tant préconisé dans mon rapport sur les Beaux-Arts de 1911 et auquel, ultérieurement, avec Firmin Génier, j'avais donné tous mes soins. » Je m'arrête là sur les lettres de personnalité, Louis Aragon, Edith Irambic, etc. Je cite 3 spectatrices, spectateurs qui écrivent ceci à Jean Villard. Un spectateur qui lui écrit sur les types de personnes se trouvant dans la salle. « S'il y avait dans cette salle beaucoup de messieurs très bien et de dames parfumées pour vous applaudir, ce n'est pourtant pas d'eux que venait ce grand élan triomphal qui vous saluait à la fin. En cela, votre réussite est tellement plus belle et plus complète. » Dit là. Robert Catu de Saint-Mandé, le 7 mars 52. Après, je cite une autre spectatrice ou spectateur, après avoir assisté mardi 11 au soir à la représentation du Cid à Clichy, je suis tout à fait rassuré, et je craignais que votre effort ne soit pas accueilli comme il le méritait. La preuve est faite, le public ouvrier ou populaire, comme vous préférez, est capable d'apprécier et d'aimer le théâtre lorsque celui-ci vient à lui. J'en suis d'autant plus contente que je suis moi-même fille d'ouvrier et d'artisan. Fin de citation. Ah, je retrouve ce que je vous disais de tête. Populo, populaire, populace. Pourquoi populaire? Pour l'interrogation avec des guillemets. On le sait bien qu'on est du peuple, point d'exclamation, etc. Il y a un climat, il y a une atmosphère, il y a une joie, il y a une réussite, il y a un constat. Plus encore, il y a une revendication d'appartenance au-delà du constat. C'est-à-dire que les dizaines, c'est des centaines de lettres, de spectatrices et de spectateurs revendiquent l'appartenance au public populaire et plus encore l'adhésion au théâtre populaire. Le public populaire est constitutif de la qualification ici de théâtre populaire. Ce n'est pas que des lettres de noblesse, c'est incarné, c'est réalisé. Je devrais citer, mais je ne sais pas si je vais retrouver, Jean Villard qui disait en 1965 ou 63, il y a 12 ans, on n'imaginait pas pouvoir faire ça le comble, et puis nous avons réalisé l'utopie. Fin de citation aussi. Si je devais détailler la dimension qualitative, à côté de ces dimensions, eh bien, j'évoquerais peut-être 3 mots. L'identité, le lien social et le sens, pour faire vite. Je devrais ajouter la fête, un 4e. Sur l'identité, Villard, le TNP de Villard, a offert des supports d'identification individuelle et collective. Collectivement, je l'ai dit à l'instant, la revendication d'appartenance à un public populaire ou un théâtre populaire. Individuellement, je l'ai esquissé tout à l'heure. Lorsque l'on vous confie un questionnaire pour former un jugement sur la valeur esthétique de l'œuvre, eh bien, c'est un acte d'institution de votre qualité de spectatrice ou de spectateur. Sur le lien social, je devrais évoquer des formes de sociabilité, des formes, et sans aucune dépréciation dans ma bouche, bien sûr, des formes populaires aussi, le bal populaire. La question de la danse, de le rituel de la danse, la commensalité des repas et des banquets. On est au cœur de formes de sociabilité dont Georg Simmel, un philosophe et sociologue allemand contemporain de Durkheim et de Max Weber, de la fin du 19e et du début 20e siècle, évoquait 2 caractéristiques de la sociabilité. Il disait la sociabilité, c'est une fiction d'égalité, et le propre de la sociabilité, c'est la joie. Il offrait ceci. Il offrait des espaces de sociabilité, de déploiement de ces sociabilités. Plus encore, le lien social était de type sociétaire, comme aujourd'hui, en 1950. Les salariés, Villard les appelait les esclaves contemporains, en 1951, 52, 53.
C'est ce que les sociologues qualifient de forme sociétaire de lien social, une forme un peu rationnelle, un peu froide, où les contacts sont éphémères, etc. Qu'ils opposent, suite à Tönnies et autres, ou Durkheim, et Simmel, à des formes communautaires de lien social, où un lien plus profond, plus durable, plus personnalisé, moins impersonnel, plus chaud, presque, existe. Eh bien, à l'horizon d'une société dont le type de lien social était sociétaire, il offrait des formes communautaires de lien social. Parce que je viens d'évoquer. Quand vous êtes ouvrier et que vous partez de Gennevilliers, que vous retrouvez dans le bus, on lui a reproché les bus qui partaient de Gennevilliers ou d'Aubervilliers pour aller à la colline de Chaillot, et que vous découvrez que votre collègue, oui, quelle nature de reproche, on sent dans vos sourcils et dans vos sourires, faibles, pardonnez-moi, et bien quand vous êtes ouvrier, et à l'époque il y avait une fierté d'être ouvrier, le Parti communiste était important. Il y a eu le Front populaire de 36, et en 45 ou en 47, être ouvrier, ou en 51, il y a une fierté. Ça peut se suffire en termes de qualité, même statutaire et autres. Il n'y avait pas de disqualification. Il n'y avait pas de... Quoique, il y avait beaucoup d'oppression et d'exploitation et d'aliénation, si on prend les termes marxiens si justes. J'ai oublié de dire que sur l'acte d'identité, quand vous êtes en plus abonné du TNP, ça pluralise l'identité. Vous êtes ouvrier et abonné du TNP, ou abonné, c'est important. Et quand vous découvrez dans le bus que votre collègue de travail va au TNP aussi, là aussi je schématise à l'extrême. Certains disent que parfois, dans les groupes, il y a l'amour, l'affinité d'abord, et puis après on se pose la question de savoir ce qu'on fait, l'action. Puis parfois c'est l'inverse. On fait quelque chose ensemble, puis on se découvre des affinités. C'est sur ce deuxième registre que j'évoque la formation de groupe, aussi, d'amis qui se sont faits aussi au TNP. Des personnes qui ne se connaissaient pas amateurs de théâtre et qui découvraient qu'elles étaient et qui créaient de l'affinité. Ça, c'est sur le lien social, sur le sens. Eh bien, parfois on dit aujourd'hui que les pratiques culturelles, on ne sait plus si c'est un acte de culture ou un acte de consommation. Mais quand vous offrez la revue Bref, quand vous offrez à tous les abonnés, quand vous offrez la possibilité de vous replonger dans le texte pour prolonger l'émotion esthétique et de regarder les photographies dans l'intimité de la lecture, il a institué non seulement le spectateur, mais il a institué le lecteur. Quand vous offrez en plus des débats pour vous approprier éventuellement des grilles d'interprétation conflictuelles sur telle ou telle œuvre, eh bien vous offrez la possibilité de partager le sens et de conférer vraiment l'idée que la sortie au théâtre est un acte de culture, où on en sort un peu différemment. Parfois, on se dit, on va au théâtre pour être bouleversé, et puis on sort du théâtre, on a passé une bonne soirée. Et puis parfois, on va au théâtre pour passer une bonne soirée, et on sort bouleversé. C'est mieux dans un deuxième cas. J'ai fait donc une 60aine d'entretiens de personnes qui ont connu Villars. J'ai entendu plusieurs fois, cela a changé ma vie. Le TNP de Villars a changé ma vie. Au début, je n'ai pas été attentif les 2-3 premières fois. Après, j'ai été même attentif au timbre de voix avec lequel c'était délivré, comme une confidence. La voix se baissait. 1 ou 2 fois, il y avait même des regards émus, vraiment. Comme dit René Char, on ne questionne pas un homme ému ou une femme émue. C'était délicat, ces moments d'entretien. On sait que le travail façonne la vie. Auparavant, la religion façonnait la vie, la politique façonne, mais l'art. Peut-être que la dimension la plus emblématique et paradigmatique de ce que je vous dis, c'était Armand Delcamp. Armand Delcamp, j'étais allé le voir, il était directeur du théâtre de Louvain, Louvain-la-Neuve. Et Armand Delcamp avait, metteur en scène, directeur de théâtre, il avait réuni ses textes, je n'ai pas le temps de vous lire, le théâtre service public de Villars, ou le Memento là, de Villars, et je vais le voir. Je lui ai dit que j'engage une thèse sur le TNP de Villars. Je n'ai même pas eu le temps. Il avait une puissance d'affirmation très conséquente, responsable aussi des cahiers de théâtre, du théâtre de Louvain. À peine avais-je esquissé ces 3 mots qu'il m'interrompt, il dit « C'est très bien, c'est parfait, il faut
là aussi, éviter l'oubli. Il faut se souvenir. Jean-Louis Barrault disait se souvenir pour demain, etc. Mais et avant même que je lui pose une quelconque question, ou thématise un peu ce qu'elle pouvait être la rencontre, il m'évoque « Je suis fils de métallo, j'aurais dû être métallo, Villard est venu en Belgique, je suis comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, directeur des cahiers de... C'est grâce au TNP de Villard. » Là, cela a changé ma vie. Je l'ai entendu des dizaines de fois. Là, c'était d'emblée, affirmé. Ça, c'est au plan presque éthique ou métaphysique ou personnel, existentiel. Et puis, il y a eu aussi cette possibilité au plan collectif. Par ce partage du sens, Jean-Luc Nancy nous a quittés récemment. Jean-Luc Nancy disait que même la notion de partage du sens peut être critiquée parce que c'est comme si le sens nous préexistait et on va le partager. Et il disait, il eût été plus juste de dire le sens, c'est le partage. Dès que vous partagez, ça crée du sens. C'est tout l'enjeu de l'intersubjectivité. Jean-Jacques Rousseau le dit dans les Lettres sur la vertu aussi. Cette idée d'interdépendance qui va créer de l'objectivité, même dans la manière de former un jugement, là encore sur la valeur d'une œuvre, etc. Et cette idée de fait qui était évoquée, ou de fraternité, ce n'est pas la seule réparation des inégalités, alors même que c'est déjà très important. Éprouver de l'universalité, une fiction d'égalité, Udissimul, c'est déjà si important, mais c'est sentir un élan, comme le dit Jean-Jacques Rousseau aussi, dans l'idée d'une communauté festive. Et si je traduis ça en termes peut-être plus politiques, en référence à Hannah Arendt ou à Étienne Tassin, je dirais que Villard a institué de l'espace public, au sens de l'espace public critique. La grande question est de savoir si la culture, comme la religion antérieurement, est extérieure à nous, ou si on approprie les termes de manière intime. Et pour ça, peut-être, il faut du dialogue. C'est l'opposition que Habermas fait entre la culture discutée et la culture consommée. Il y a une culture discutée, là, certainement. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous instaurez de l'espace public, ça vous universalise. Vous êtes, je suis, nous sommes des êtres particuliers, des êtres universels. Les particularités, comme dit Robert Musil dans L'homme sans qualité, c'est tout ce qui nous particularise. Nos attributs sociaux, nos formations, la naissance, tout. Et en même temps, il y a une stricte égalité humaine liée à notre finitude et le rapport à la mort, entre autres, politiquement aussi, mais métaphysiquement aussi, ce qui nous rend universels. Nous sommes à la fois universels et particuliers, ou particuliers et universels. Il y a certaines occurrences, certaines occasions, certaines situations sur lesquelles on vous rappelle toujours aux particularités. Ce n'est pas toujours plaisant. D'où l'immense Musil sur German ohne Eigenschaften, sans qualité sociale. Robert Musil disait, à propos de Ulrich, un homme sans qualité qui vit dans un monde de qualité sans homme. Dans un monde fait de statuts sociaux, mais qui a perdu son humanité. Eh bien, décidément, c'est baptisé. Eh bien, lorsque Villard insiste sur l'universalité, excusez-moi, parce que c'est précieux pour moi. Il commence à faire chaud, alors excusez-moi aussi, je profite de tout, mais voilà. Je vous donne juste un instant. Kant parle, à propos de l'esthétique et de la faculté de juger, du potentiel, on parle souvent de l'universalité du jugement, mais il parle du potentiel d'universalisation. La nuance est sensible. Et merci beaucoup. Vraiment, l'organisation commune est parfaite, c'est remarquable. Merci beaucoup, madame. Et puis, je termine donc sur l'espace public. Villard
institue de l'espace public, par les débats, par les conditions de possibilité, etc., que j'évoquais. Et en instituant de l'espace public, il universalise chacune et chacun qui se déprend de ce qu'on appelle parfois les assignations identitaires ou le piège identitaire. Malouf avait même parlé des identités meurtrières quand on est ramené de manière trop distinctive justement à cette assignation identitaire. Par l'espace public qu'il institue, il instaure un monde commun. Quand on touche à l'universalité, on a le sentiment d'appartenir à un monde commun. Et c'est de ça aussi dont il s'agissait au TNP de Villars, dans la réussite, j'allais dire, dans son efficace sociale et politique par rapport à cela. Il a instauré du monde commun. En ce sens, je disais que les dimensions quantitatives et qualitatives, si on prend ces deux termes, confirment pleinement la réalisation de l'idéal de démocratisation, fût-ce de manière locale, historique, mais c'est possible. J'en viens peut-être à la troisième remarque. Je n'ai pas de montre sur le temps qui suit après son départ de 1963 du TNP. Il confie à George Wilson, très grand comédien, très grand metteur en scène, les rênes du TNP, qui de 1963 à 1968 marche très bien, tant en termes de fréquentation qu'en termes de programmation, dans un langage anachronique, puisque on peut dire qu'il y a une programmation d'avant-garde chez Wilson, et donc je pense qu'il y a eu une confiance fondamentale entre Villars et Wilson dans cette passation, mais je serais peut-être incapable de répondre à vos questions, on en parlait avec Michel Bataillon qui répondra peut-être plus sur George Wilson sur ce point-là. Il y a toujours parfois un mystère, et je ne suis pas nécessairement à tout élucider. En revanche, se passe quelque chose à partir de 1968, car quand vous regardez les courbes de fréquentation du TNP, eh bien, là où on était très haut depuis les années 57, eh bien, il y a une chute vertigineuse. Qu'est-ce qui s'est passé en 1968 ? Alors, si on avait le temps, on pourrait évoquer et l'occupation de l'Odéon à Paris, je ne vais pas le faire, et Avignon en 68, qui a été si difficile pour Jean Villars, je ne vais pas le faire. Mais peut-être évoquer la déclaration de Villeurbanne en mai-juin 1968. Si bien placé, ici pour l'évoquer, et sous votre contrôle aussi. Roger Planchon, je vous laisserai corriger et nuancer, mais ce que j'ai cru comprendre et lire, donc réuni à Villeurbanne une quarantaine de metteurs en scène, de directeurs de maisons de culture et autres, pour repenser les politiques théâtrales. Francis Janson tient la plume, et je vais être trop caricatural, donc pardonnez-moi, c'est pour essayer de comprendre comment ça s'est produit si rapidement, la fin du TNP sur la colline de Chaillot. George Wilson est présent à la déclaration de Villeurbanne. Et en fait, on impute bien souvent à la déclaration de Villeurbanne le pouvoir au créateur. Je ne vais pas évoquer ceci. Il y a une deuxième dimension qui est importante, c'est l'apparition de la notion de non-public. Francis Janson écrit « Il y a de toute façon un public qui viendra toujours et un non-public qui ne viendra jamais ». J'ai les citations, je pourrais vous les donner plus précisément, mais qui, je crois, ne pas trahir l'esprit. Et en fait, il y a eu des effets involontaires de cette dichotomie entre public et non-public. Parce que d'une certaine manière, là où les choses étaient pensées de manière, je ne vais pas dire probabiliste, mais potentielle, chacune et chacun peut être non-public à un moment donné de sa vie, ou parfois on n'a pas connu avant 35 ans ou 60 ans le théâtre, et puis on va le découvrir, et ça va être une passion à 65 ans ou à 50 ans. Donc c'est toujours possible. Si je prenais une métaphore de langage mathématique, je crois que 0,1, c'est l'univers certain, et entre 0 et 1, c'est 0,20% ou 70% de chances d'accéder au théâtre ou au musée ou à un autre lieu, etc. Si on met des tarifs, si on crée la possibilité de venir en bus, parce que la France est encore rurale dans les années 50, hein, l'urbanisme, mais la France est encore rurale dans les années 50. Il faut voir le très bel album de Ito Josué sur la communauté de Saint-Étienne de Jean d'Asté, aux alentours de
Saint-Étienne, c'est une splendeur absolue. Et là, par le seul témoignage de la photographie, pourrait-on dire, on a la confirmation de la réalisation de ce théâtre populaire. Je ferme la parenthèse. Toujours est-il que est déclaré qu'il y aura toujours un public et un non-public. Et pourquoi ai-je fait l'incise tout à l'heure des travaux de Pierre Bourdieu en 64-66 ? C'est parce qu'en 68, ça commence à être connu. Parce que Bourdieu est au colloque de Bourges de 64, et il expose tout cela, et parce qu'aux rencontres d'Avignon, on commence à en parler. Enfin, ça commence à diffuser. Voilà. Et donc, les déterminants pourraient, je parle au conditionnel avec beaucoup de prudence, devenir des déterminismes, ce que je ne crois pas du tout. Mais en tout cas, ça a été, d'une certaine manière, ce que j'appelais tout à l'heure les effets idéologiques de la diffusion des savoirs de sciences sociales. Et comme le TNP était presque victime de son succès parce qu'il y avait un raz de marée, chaque ouverture de saison, les 50 000 abonnements étaient payés en une semaine. Quand on n'était pas de la première semaine, vous n'aviez pas la possibilité d'accéder à un abonnement. Et donc, je passe aussi sur le fait que les applaudissements pouvaient durer jusqu'à... Là aussi, ce que j'ai entendu, plusieurs minutes, c'est presque un euphémisme, 5-10 minutes, un quart d'heure. Marie Cazares me disait que c'était des noces. On n'arrivait pas à se quitter. Et donc, Villard a été frappé d'une double accusation. Un, d'un public communiant et panurge, et donc, qui s'applaudissait lui-même et qui était en fait... presque dans une forme de complaisance, et qui arrivait par groupement, par collectivité, dans les bus, l'embrigadement presque. Villard a été critiqué de cela. Je fais, pour rappel, puisque je l'ai évoqué, quand on vous a proposé sur 3 pages, je vous montrerai tout à l'heure, la possibilité de former un jugement sur la valeur esthétique de la représentation théâtrale dans sa scénographie, l'interprétation et la mise en scène, il y a du collectif, mais il y a aussi du sujet. Donc, bon. Toujours est-il que comme il y avait... Sonia de Beauvais le signale dès 1965, dans un rapport, elle dit « on ne sait plus comment faire, c'est un raz de marée chaque début de saison ». Et donc George Wilson était certes un immense comédien et metteur en scène, mais je pense qu'il n'avait peut-être pas toute l'anticipation que Villard avait dans cette responsabilité politique du rapport au public. Et donc Wilson, après Villeurbanne, dit il y aura toujours un public. De toute façon, Wilson avait hérité d'une situation où il y avait peu d'efforts à faire. Tout était sur rail par Jean Vilar. Et donc, Wilson va abandonner les abonnements populaires, va donc récuser les politiques de public. Cela produit immédiatement, vous verrez la courbe de fréquentation dans un instant, la chute de fréquentation. Jacques Duhamel est ministre de la Culture. Le TNP avait ravi la première place par rapport à la Comédie Française pour le rayonnement théâtral dans le monde entier, à Moscou comme en Argentine. Les comédiens du Français râlaient. Villard, il sort d'Avignon, il jouait parfois 300 jours par an ou plus. Enfin, bon. Et donc, il y a un effondrement du public. Le lien, on pourrait parler de défection, de désaffection du public, pour cultiver l'ambiguïté du mot désaffection, parce que l'affect, le mot, c'est comme s'il y avait eu un pacte qui avait été, sinon rompu, du moins entamé, un pacte de confiance, de foi, tout ça, la même idéologie, fides, fidélité, la foi, la fidélité, la confiance. Et Jacques Duhamel, ministre de la Culture, écrit à George Wilson pour lui demander de redresser la barre. C'était devenu impossible. Les politiques de public n'existaient plus. Je vais trop vite, on va le revoir, j'en viens aux conclusions. Première conclusion d'abord sur... ici, on a la démonstration par la négative de l'efficacité des politiques de public. Je l'ai évoqué positivement, dans l'impact que ça a eu, les conséquences sous Villard. Mais d'une certaine manière, ici, l'abandon confirme. C'est ce que Max Weber, un sociologue allemand, évoque par l'imputation causale. Comment imputer causalement un phénomène à autre chose ?
c'est toujours multifactoriel, il y a toujours plusieurs causes. Donc ce n'est pas uniquement les politiques publiques. Mais là, c'est comme si les sciences sociales, qui sont des sciences historiques, se découvraient un cas extraordinairement singulier, presque d'une comparaison avec presque le caractère expérimental de la chimie ou de la physique. Vous savez, quand on met dans les éprouvettes, on voit si ça explose ou pas, selon la variation de ce qu'on met comme produit. Et on peut multiplier à l'infini les protocoles. En sciences historiques, en sciences sociales, jamais. Pourquoi ? Parce que le contexte a changé, l'idéologie a changé, etc., etc. Et là, donc, avec la réserve que les imputations causales sont délicates, il y a quand même présence d'une variable, diraient certains, comme l'existence de politiques de public avec une puissance d'efficacité sociale et politique, et disparition de cet élément, de ces dispositifs, et là, effondrement. Ce qui pourrait montrer par la négative, et contre toute attente, que, presque en situation expérimentale, ce qui n'était pas du tout voulu, évidemment, la puissance d'impact des politiques de public. Je terminerai peut-être par quelques mots de conclusion, si on veut se laisser peut-être du temps de débat, sur 2-3 choses. Qu'est-ce que nous a légué, du coup, Villard ? Parce que d'une certaine manière, on pourrait se dire le TNP de Villard figure d'une certaine manière une entité qui pourrait appartenir au passé, mais en même temps, ça incarne tellement de questionnements présents qu'on est vraiment dans cette tension de questionnement, comme je vous le disais tout à l'heure. Si on reprend le mot de Vitesse, le beau élitaire pour tous, qu'on a parfois, qui est dans le prolongement de Villard avec des nuances, oui, il y a bien eu d'une certaine manière cette réalisation d'assurer l'excellence artistique de la création théâtrale et puis l'idéal de démocratisation. Ça permettrait presque de revoir ce qu'on... En fait, il y a eu, je vais le dire peut-être sur une triple mode, il y a eu une influence sur les politiques culturelles, une influence sur la manière de concevoir les pratiques culturelles et une manière de concevoir les institutions culturelles. Sur les politiques culturelles, 1951, Villard. 1959, Malraux se voit confier le ministère des Affaires culturelles. Il n'y a pas de rapport de causalité, mais comme dirait Max Weber, il y a un rapport d'affinité dans cette concomitance historique. On sait que c'est possible. Si Malraux consacre le corps de doctrine de la démocratisation dans son décret du 24 juillet 1959, c'est parce qu'il a vu que c'était possible chez Jean d'Asté comme chez Jean Villard. C'est possible de réaliser l'utopie. Donc, allons-y. Il y a une influence politique et ce qui était peut-être illégitime devient légitime, ici. Sur la manière de concevoir les pratiques culturelles, comme on a dit après, eh bien, rien n'est déterministe. Si on prend la socialisation culturelle, peut-être qu'on pourrait énoncer qu'entre les attitudes de l'enfance et les orientations, les préférences, les choix esthétiques et artistiques à l'âge adulte, il n'y a pas de lien simple et univoque. Qu'il y a possibilité, donc, si je reprends un lexique sociologique, d'infléchir l'habitus. Qu'il y a une possibilité d'instituer politiquement les pratiques culturelles, c'est-à-dire en offrant des conditions de possibilité de déploiement ou non. Vous voyez bien que l'action a aussi, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, la fécondité heuristique de repenser les catégories de pensée par lesquelles nous pensons. Une troisième influence peut-être sur les institutions culturelles. Pourquoi ? Parce que ça fait prendre conscience aux institutions culturelles de quoi ? De l'existence de leur pouvoir. Que les institutions peuvent exercer un pouvoir. Le pouvoir peut être conçu, disait Michel Foucault, soit sur le mode répressif, soit sur le mode créateur et producteur. Bien souvent, on pense le pouvoir sur le mode répressif comme quelque chose qui freine, qui entrave, et ce n'est pas faux, ou qui rend moins probable. Mais on peut concevoir aussi le pouvoir comme des actions qui rendent plus probable un projet, une pratique. Et à ce moment-là, vous favorisez la pratique, vous facilitez la relation à l'art. Alors oui, selon qu'on déploie des actions en direction du public, ou qu'on le laisse indifférent, ou au contraire qu'on entrave, un pouvoir s'exercera. Et le TNP de Villard, de mon point de vue, est peut-être l'illustration la plus emblématique, paradigmatique de ceci, du pouvoir des institutions culturelles, à façonner ou à infléchir des habitus, ou à façonner des rencontres, ou de favoriser, faciliter, si je reprends ces verbes, la relation des individus avec les œuvres. Villard a donc touché
aussi bien la qualité de spectatrice, de spectateur, que les formes de sociabilité, que ce que j'évoquais comme l'espace public et le monde commun. Et quand on prend conscience de ceci, ça crée alors le sentiment d'une responsabilité, pas au sens comptable du terme, même si Villard avait tellement assumé la responsabilité comptable, mais d'une responsabilité non plus morale et juridique, comme on entend le mot responsabilité bien souvent aujourd'hui. Ah, vous avez dépassé le cadre réglementaire, ah, vous n'avez pas le droit de répéter après 1h30 parce que le code maintenant, alors qu'auparavant, il y a 20 ans, c'était possible de répéter jusqu'à 4h du matin, on n'était pas embêté, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Mais bien souvent, aujourd'hui, la responsabilité est pensée sur le mode de l'imputation morale ou de l'imputation juridique. Là, c'est pas au sens de l'imputation, c'est de l'assomption, c'est assumer politiquement certaines choses. Et alors, d'une certaine manière, on pourra dire dans un rapport à l'histoire que la configuration même qui a existé montre qu'il n'y a pas de nécessité, par exemple, à un discours d'échec de la démocratisation, puisque c'est possible. Ça recrée la possibilité de penser ce qui était considéré comme impossible. Max Weber, c'est les dernières lignes de Politik-Als-Beruf, dans la conférence sur le politique comme profession et vocation, ou profession conçue comme vocation de 1919. Il dit, à propos du possible et de l'impossible, il dit, pour rendre possible les choses, il faut se tenir à l'impossible. Quand vous vous tenez à l'impossible, vous le rendez possible, dit Max Weber. Et alors, plutôt que de considérer que c'est une figure du passé, il faudrait essayer de prolonger les enseignements que j'ai à peine esquissés pour essayer de comprendre comment Villard a été, d'une certaine manière, dans une tradition et des héritages qu'il a assumés. Et un auteur disait qu'il fallait assumer et défendre des héritages et en même temps s'en défendre, sinon nous aurions des retards d'avenir. C'était Jack Khalid qui avait souvent cette citation en bouche. Mais l'idée que si Villard a été un commencement, avec, on l'a vu, cette historicité des configurations qui fait qu'il a connu et la conflictualité et des coups d'arrêt, ça a été, en 68, quand il a appris la défection des politiques de public, ça a été sa plus grande colère, je le disais, enfin, ça a été une colère noire. Il a dit, comme en 1938, tout est à recommencer. Tout est à recommencer. Il a dit, en 65, il avait dit, ça pourrait s'arrêter s'il y avait une erreur. À ce moment-là, on s'embourberait, avait dit Villard, pas de manière prophétique, mais bon. Et d'une certaine manière, et donc pour terminer, lorsqu'il y a commencement, c'est pour bien insister, puisque le discours d'échec de la démocratisation parfois agit comme une chape de plomb, et pour garder, comme dirait Barrault cette fois, des souvenirs pour demain, eh bien, je voudrais citer Françoise Proust, si je retrouve la citation, qui évoque ceci. Enfin, l'idée, si je ne retrouve pas, pardonnez-moi, c'est que quand il y a commencement, il y a potentiel, possibilité de recommencement. Dans d'autres formes, jamais à l'identique. Mais je cite peut-être Françoise Proust, à propos de l'événement du TNP de Villars. Elle l'évoque, c'est dans un très beau livre intitulé « Le ton de l'histoire », une réflexion sur Kant et sur la Révolution française, mais ce n'est pas tout sur Villars. Hein. Mais je cite, à propos de la notion d'événement, il y a eu un événement de démocratisation, il y a de théâtre populaire, incontestablement. L'enjeu de savoir si l'événement pouvait devenir un avènement. Mais je cite donc Françoise Proust, pour terminer peut-être, « Les événements, donc je la cite, brillent au ciel étoilé de l'histoire, purs éclats de lumière. Ils sont toujours déjà passés, toujours déjà disparus, et ne revivent que lorsque l'histoire se réveille de son sommeil dogmatique. Alors, ils scintillent et clignotent, ils envoient quelques notes pour indiquer que des recommencements et des aurores sont toujours possibles, et que l'histoire veille sur eux. » Si j'avais pu vous livrer quelques notes comme ceci, je serais très heureux. Merci beaucoup.